les réseaux sociaux, c'est un peu comme une vitrine, tu vois? On montre ce qu'on a envie. Tu vas pas montrer quand tu es en train de pleurer dans ton lit ou que, tu es à découvert à -500 €, tu vois? Et c'est ça que je reproche parce que, on devrait en parler des difficultés et cetera et c'est encore un peu trop tabou. Tu vois, si tu as pas tant d'argent, bah, c'est tabou. Si tu as ça, ben, tu as pas ce truc de marque et ben, tu es pauvre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, en fait, on est trop tout le temps dans des clichés en France. C'est ça que j'aime pas et encore plus sur les réseaux sociaux. Si tu as pas 800 000 abonnés et bah, tu es pas capable d'être, CM. Si tu as pas, 1 000 000 d'abonnés ou si tu as pas, 100 000 abonnés sur LinkedIn, bah, tu es pas digne d'être coach LinkedIn. Tu vois? Il y a plein de clichés comme ça, en fait, qui me saoulent un peu. Bienvenue dans le Level Upper, le podcast qui envoie ton entreprise vers la croissance et au-delà. Chez TBP Entrepreneurs, on pense que le succès n'est pas un hasard et qu'il existe des similitudes entre les entreprises qui réussissent. Mais lesquelles sont-elles? Quels sont les leviers à activer pour atteindre cette fameuse croissance? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes directement adressés à des figures inspirantes issues de l'univers de l'entrepreneuriat. Tu t'apprêtes à participer à une aventure incroyable autour de l'univers de l'entrepreneuriat. Alors attache ta ceinture car ça va décoller. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez une super pêche et comme je le dis à chaque fois, j'espère que vos business se portent à merveille. Aujourd'hui, comme toujours, on accueille un entrepreneur de talent, un entrepreneur de qualité premium, Jordan. Comme je suis, comme d'habitude, d'humeur impolie et mal polie, je déteste faire la présentation des entrepreneurs que l'on accueille. Donc sans attendre, on va le laisser se présenter. Salut, c'est cool, merci pour l'invitation. Bah, beaucoup trop cool de pouvoir échanger sur ce podcast avec toi. Du coup, brièvement, moi, je suis créateur de contenu, et je fais également de l'UGC. Je pense qu'on va peut-être en revenir, en détail, sur l'UGC un peu plus tard. Mais, dans la création de contenu, je partage beaucoup de choses sur, bah, l'entrepreneuriat, l'UGC, et un peu sur, les galères, bah, principalement de l'entrepreneuriat sur LinkedIn. On me connaît peut-être sur LinkedIn, mais je fais également aussi pas mal de vidéos, que ce soit sur, TikTok et Instagram. Et récemment, je me suis mis avec un nouveau contenu, un nouveau format avec ma grand-mère. On crée des vidéos tous les 2 sur les réseaux sociaux. C'est Voilà. hyper cool. Voilà, bah, écoute, j'ai déjà une tranche de questions, hein, sur entreprendre en famille. Je vois que tu as ajouté la grand-mère dans l'équation business. On aura Exact. l'occasion d'échanger dessus. Mais sinon, là, actuellement, quoi de beau, quoi de new chez toi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, beaucoup de choses, en cette, rentrée, bah, beaucoup de prospection, beaucoup de calls clients. Dans 2 semaines, je vais animer ma première conférence sur l'UGC, donc à Paris, au Café de l'influence. Donc là, c'est un nouveau step, un nouvel exercice pour moi, vraiment de parler face à un public, vraiment, développer sa prise de parole et cetera. Donc c'est vraiment, totalement différent de la vidéo, de rester, chez soi, filmer derrière son téléphone. Donc là, c'est un très bel exercice et assez gros aussi, donc je me mets une bonne pression, on va dire. Je révise un peu tous les jours comme un étudiant sur ma prise de parole, sur mon stress, sur, tu vois, mon ton. Enfin, voilà, c'est assez, assez condensé, on va dire. C'est un bel exercice, donc j'ai assez hâte. Donc voilà, le mois prochain, je serai à Paris pour c'est parler autour de cet événement. Donc ça va rassembler un peu tous les acteurs de l'influence, des créateurs, des grandes agences d'influence qu'on connaît tous, des marques. Et ça va être là pour un petit peu donner les clés, donner des tips pour des futurs créateurs de contenu qui veulent se lancer et surtout convaincre des marques à intégrer l'UGC dans leur stratégie média pour 2024. Bah, écoute, hyper intéressant. Comment est-ce qu'on s'inscrit? Je trouve que j'irai peut-être parce que chez TBP, on produit également pas mal de contenu. On essaye d'être au top, même si c'est pas aussi facile que ça. Comment est-ce qu'on s'inscrit? Bah, sur le site du café de l'influence.fr et j'ai fait gagner des places là il y a une semaine à peu près donc on n'en avait pas parlé avant, mais j'avais fait gagner 2 places là sur LinkedIn justement avec l'événement et à savoir c'est le premier événement, influence en France, OK. donc avec plein d'acteurs et il y a des conférences, des ateliers et cetera. Donc là, il y a des conférences avec YouTube, il y a des gens qui vont venir parler de TikTok, de Snapchat, comment monétiser son audience, comment, faire de l'influence plus responsable et cetera. Donc il y a plein de conférences autour de l'influence et de la création de contenu en soi, donc c'est super intéressant et c'est sur 2 jours.
Bah, écoute, je trouve que c'est hyper intéressant. Tout à l'heure, tu m'as parlé du fait que, tu vas aller prendre la parole en public face à une audience, qui change un petit peu parce que sur les réseaux sociaux, bon, on fait nos vidéos soit au studio ou dans un cadre un peu plus idéal, un peu plus intimiste. Là, tu vas être face à des centaines ou peut-être voire des plusieurs centaines ou des milliers de personnes. Comment tu te sens? Bah, assez stressé, mais je pense que, enfin, je travaille vraiment ma prise de parole, mon stress, tu vois, je fais des exercices de respiration. J'essaie vraiment de connaître enfin, mon sujet, je le connais, tu vois, mais j'ai une présentation qui est vraiment bien définie, je sais ce que je vais dire. J'essaie de préparer mon arrivée, ma sortie, de préparer des questions en amont, etc. Enfin, vraiment, j'essaie vraiment de me préparer. C'est vraiment un tout nouvel exercice, donc je me forme, on va dire, un peu au quotidien. Et là, il reste à peu près un peu moins de 15 jours. Donc le stress commence un peu à monter. C'est vraiment, vraiment, on ne dirait pas comme ça pour ceux qui ont l'habitude de prendre la parole, mais j'ai toujours été stressé en fait de parler devant des gens en public, que ce soit même à l'école ou autre. Et là, c'est vraiment un peu stressant, on va dire. Mais enfin, ce qui me rassure un peu plus, c'est que mon sujet, je le connais, je vais quand même partager mon expérience et je vais essayer un peu de rendre ça un peu à ma sauce, tu vois, drôle moi-même, etc. Donc, sans prise de tête, quoi. Bah, écoute, je trouve ça Je- très intéressant qu'un entrepreneur comme toi, dise que je stresse de monter, sur le public et en plus tu es dans la communication donc Ouais, il y a un delta un peu entre les 2. ouais, c'est vrai. Ça me fait, je trouve que c'est assez marrant et c'est assez humble aussi parce que, un entrepreneur enfin, généralement on se dit: «On a peur de rien, il faut faire le show». On a déjà produit pas mal de pitch d'entreprise, on a déjà parlé de son projet et cetera. On se dit qu'il y a rien, mais là, se retrouver face à je ne sais combien de personnes, je pense que ça doit mettre le stress. Si j'avais un petit hack à te conseiller, moi, à chaque fois que je fais une conférence où je me produis devant des personnes, j'imagine tout le monde en bébé. Ok. Et je t'assure, j'imagine tout le monde en bébé et généralement les bébés doivent être attentifs. Il faut captiver leur attention, il faut être super drôle, assez fun et cetera et tu as un petit peu disons de l'ascendance sur ces derniers. Donc tu as un petit peu moins peur. Enfin, une anecdote toute simple, hein, je suis allé, pitcher pour un de mes clients, lorsqu'il devait aller chercher, des sous à la BPI et cetera et il avait le stress parce que voilà, tu te retrouves face à des cols blancs et cetera, des papys un petit peu qui sont prêts à te Mm. livrer 500 K d'un coup, mais si tu rates, c'est mort et Clairement. je lui ai donné cette technique et je pense que ça s'est bien passé après. Enfin, Ah, je ne c'est pense trop pas que ça s'est bien intéressant. passé. Je Super. vais tester ça alors. Test, mais rigole pas trop sur scène, ça fait parfois bizarre. Ouais, Et j'avoue. dis-moi, j'aimerais savoir, tu vois, c'est dans les podcasts que l'on fait, nous on est très friands des histoires, d'entrepreneurs avant même de rentrer dans le vif du sujet qui est l'UGC, la communication, la production de contenu que je trouve hyper important, hyper intéressant dans l'espace où on est actuellement. Hem, D'où tu viens? Qui es-tu? Raconte-nous un petit peu ton histoire. Alors moi, je viens de la campagne, tu vois, je viens de province. C'est assez rare parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs qui sont parisiens, tu vois, qui ont fait tout et de rien. Moi, j'ai un profil un peu atypique, tu vois, je viens de la campagne, je viens de Grenoble et j'ai fait vraiment un million de choses avant de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours été super indécis dans ce que je voulais faire, à droite, à gauche. J'étais dans le style de garçon à trouver une alternance, mais à l'arrêter parce que ça se passait mal, ça me plaisait plus. Enfin, vraiment, il n'y avait rien qui m'animait vraiment, même si j'étais passionné par plein de choses. Mais il n'y a rien qui m'animait, qui me disait, waouh, j'ai envie vraiment de me donner à 5000% et d'aider cette entreprise à exploser son CA, tu vois. Mmh. Et en fait, j'ai jamais eu vraiment cette envie avec les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, enfin, toujours en alternance. Et je pense aussi que j'ai pas forcément, on m'a pas donné ma chance en fait en tant que salarié. J'ai jamais eu de reconnaissance en fait pour me dire tout simplement la reconnaissance qu'on a tous besoin. En mode, tu es indispensable au travail, tu travailles bien, tu apportes la bonne humeur, etc. Je me suis toujours donné à 100%. Et quand je vois que derrière, c'était toujours dans un sens, je me suis dit stop en fait, parce que du coup, du jour au lendemain, on peut te la mettre à l'envers. Et c'est ce qui est souvent arrivé dans mes alternances. Donc je me suis dit, lève le pied et pense à toi un peu maintenant. Et en fait, l'histoire, c'est, il y a le Covid qui est arrivé. Et je me suis dit, en fait, la vie, elle est un peu courte. Du jour au lendemain, tu te retrouves chez toi, travailler et tout, ça va pas, tu vois. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais terminer mes études. On m'a toujours dit qu'il fallait arriver à un bac plus 5 pour choisir le métier de ses rêves, alors que c'est totalement faux. Quand tu sors avec un bac plus 5, tu te retrouves avec rien.
On te propose des salaires à 1 400 € avec un bac+5, 5 ans d'expérience, donc c'est genre impossible. Je me suis dit: «En fait, tu vas te créer ta propre expérience, tu vas te créer ton propre métier de rêve» et voilà, je suis tombé dans la création de contenu. Mais écoute, c'est pas mal du tout. Je vois qu'il y a eu un gros ras-le-bol par rapport à l'aspect entreprise déjà et l'aspect alternance. Pour avoir été aussi en alternance, moi j'ai eu une autre expérience. C'est vrai que j'ai eu des responsables qui étaient, disons, assez cool et je ne vais pas dire qu'ils me laissaient tout faire, mais qui me responsabilisaient. J'ai kiffé justement cette partie. Justement, moi, c'est ce qui m'a un petit peu poussé vers l'entrepreneuriat aussi au-delà de mon vécu et je trouve que c'était hyper intéressant parce que, par exemple, voilà, j'étais responsable, marché extérieur, enfin marché, export, Mmh. Asie et cetera et il y avait une grosse organisation à faire par rapport à tout cela et je sais que mon responsable: «Bah, Sékou, fais ça». Je dis: «Mais comment?» «Débrouille-toi». Et c'est fou parce que, cette partie-là, au début, je le prenais très, très mal parce que je me disais: «Mais, comment est-ce qu'il veut que je fasse, quoi?» Limite, je parle anglais un peu, tu vois? Mmh. Donc c'était Ouais, un je peu vois. compliqué. Mais à un moment donné, à force de me dire: «Débrouille-toi ou trouve les moyens de le faire par toi-même», ça a éveillé, enfin, ça a updaté quelque chose en moi qui était que, bah, voilà, en fait, je peux me débrouiller tout seul à faire des choses comme les grands et ça a éveillé enfin, ça m'a permis d'être là où je suis actuellement en termes de, disons, d'initiative et en Mmh. termes disons, comment est-ce que je peux utiliser ça? Je ne suis pas dépendant de Ouais, des personne, responsabilités, concrètement, tu des es super autonome. responsabilités. Mmh. Ouais, super et autonome. Et du coup, ce que j'aimerais savoir, c'est voilà, tu t'es lancé. Est-ce que, quand tu t'es lancé, qu'ont pensé tes proches? Mmh. Que j'étais fou complètement, que j'étais Ouais. fou, que c'était complètement irresponsable de pas prendre de CDI, que j'étais en appartement, que j'étais tout seul. Ben, vraiment, je suis pas du tout dans une famille d'entrepreneurs, donc pour eux, tu vois, quelqu'un qui réussit, c'est vraiment le schéma classique, en fait. Tu prends un CDI, tu prends ta petite voiture, tu vas au boulot, dans les bouchons, tu finis à 17 heures, tu fais les tâches qu'on te demande et tu rentres chez toi, en fait, et ta journée, elle s'arrête là. Alors que moi, je voulais vraiment aller plus loin et en fait, je m'autorisais pas à me dire, en fait, je veux y croire. Je suis à 100 dans mon projet et en fait, je trouve ça triste que ta famille t'accompagne pas derrière et qu'ils te soutiennent pas, même si au début, c'est galère d'être entrepreneur. Tu fais pas des chiffres à 1 million tout de suite, tu vois? Et surtout que mes débuts d'entrepreneur, ils étaient très compliqués. Je me suis mis dans un domaine autre totalement que la vidéo et en fait, plus peut-être pour me donner une image et pour, me dire que je vais réussir et en fait, ma première année d'entrepreneuriat, c'était vraiment un chaos, tu vois? Dans mon réseau, mes clients, j'attirais que les mauvais clients, je rentrais pas de CA et cetera. Donc ce que je partage aussi sur mes réseaux sociaux, c'est de montrer que, l'entrepreneuriat, certes, c'est pas tout beau, tout rose, mais il faut arrêter de croire qu'en se lançant dans l'entrepreneuriat, tu peux générer des millions d'euros la première année, tu vois? Et surtout quand c'est quelque chose qui t'anime pas, en fait et je me suis rendu compte que, bah, OK, en fait, c'est OK de pas avoir le même schéma que la plupart des entrepreneurs qu'on voit sur LinkedIn et voilà, c'est mon schéma. J'ai zéro honte à le dire que, ma première année, j'ai presque fait zéro chiffre d'affaires parce que c'était vraiment une galère totale. On me promettait, monts et merveilles, tu vois, sur des contrats qui signaient pas, tu vois? Et quand tu arrives dans l'entrepreneuriat, tu as vraiment un peu l'impression d'être un jeune poussin, tu vois? Et tu dis: «Ouais, j'ai genre des dollars dans les yeux, tout le monde m'a dit qu'ils allaient signer avec moi» et en fait, au final, ben, tu as plus de nouvelles, tu vois? On tu sur liste rouge. Donc ma première année, je me suis pris vraiment des grosses claques, j'ai passé vraiment des soirées à pleurer, j'étais en dépression et tout. Enfin vraiment, c'est vraiment l'envers du décor et bah, là, cette année 2023, c'est vraiment un nouveau chapitre. Je me suis lancé à fond dans la vidéo, ça marche plutôt pas mal. J'essaye vraiment d'être le plus visible possible, que ce soit par tous les canaux d'acquisition, mais on verra ça après, je pense et voilà, c'est totalement différent donc si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de se lancer, pour soi, pas pour les autres, même si on est seul à croire à ce projet et voilà et se donner à 300 et ça finira, par marcher. Et du coup, maintenant ta famille suivent? Ouais, ma famille, ils suivent à 300. Après en soi, maintenant je leur donne pas forcément le choix donc je Mmh. prends leurs avis et s'ils sont pas contents en soi, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Parce que c'est ma vie et j'ai envie de faire ce que j'ai envie. J'ai pas envie de faire un métier juste pour leur faire plaisir, tu vois? Et j'ai pas envie de subir un travail toute ma vie. J'ai vraiment envie de vivre, et de me lever le matin avec ma passion et pas, en allant travailler à reculons, en fait, comme, la plupart, des Français font au quotidien.
bah, en prenant des tafs alimentaires. Si je dois le faire demain pour, acheter un appartement ou autre, je le referai, ça, il y a aucun problème. Parce qu'on est obligé malheureusement en France avec ce système. Mais, je veux pas, travailler éternellement dans un CDI. Ça m'intéresse pas d'avoir un CDI en fait et dans un milieu qui m'intéresse pas en fait, tout simplement. Mmh. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, tu as parlé de différents points, hein, ce qui soulèvent des questions. Tu as parlé de passion, déjà et je pense que c'est l'un des moteurs, qui permettent à un entrepreneur de passer vraiment de 0 à 1. Parce que comme tu l'as dit, les premières années, toi, tu as eu ta première année. Il y en a qui ont eu enfin, qui ont leurs premières années avec des S, concrètement parce que, c'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas aussi simple que ça. Lorsque tu te lances, tu as l'impression que surtout quand tu es, disons sur LinkedIn d'ailleurs, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ça avant de continuer à échanger parce que tu as employé un terme tout à l'heure qui touchait de ta première année qui était le chaos et nous, on adore le chaos. Pourquoi? Parce qu'on apprend du chaos concrètement. Donc j'aimerais, que tu me parles de, quels sont les chaos que tu as vécus? 2 ou 3 chaos que tu as vécus et surtout qu'est-ce que tu en as à retirer comme leçon? Au niveau des KO, je dirais, principalement, en fait, les contrats parce que tu vois, en fait, tous les entrepreneurs qui se lancent autour de toi, ben, qui arrivent à en vivre le premier mois, qui arrivent à décrocher 10 contrats et cetera et en fait, tu te dis: «Mais enfin, en fait, moi, je suis plus bête qu'un autre, quoi», en fait, alors Mmh. que non, je comprends pas pourquoi ça marche pas et en fait, j'ai revu toute ma stratégie, j'avais commencé à publier sur LinkedIn, mais la première année, ça fonctionnait pas forcément. Je suis arrivé en 2021 et j'ai revu toute ma stratégie. Je me suis dit: «Là, il faut tout pivoter, là, ça va pas du tout». J'ai tout changé mes stratégies sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à faire du networking dans les business enfin dans les, BNI, à monter sur Paris et cetera pour me démarquer un peu des autres créateurs et cetera et bingo, bah, ça commence à marcher et surtout à développer une image forte, sur, LinkedIn, sur mon personal branding. Donc vraiment tout brander avec un pour me démarquer et sortir du lot, donc avec, un créateur avec un nœud de papillon, avec un costard et cetera. Au début, j'étais en noir et blanc, et là, j'ai tout rechangé au niveau du mon branding. Je passe avec de la couleur, du violet et cetera. Je voulais vraiment casser les codes et qu'on se dise: «Waouh, lui, il sort du lot, en fait, j'ai vraiment envie de le rencontrer, j'ai vraiment envie d'échanger avec lui» et voilà et en fait, sur LinkedIn, c'était une mauvaise stratégie, l'an dernier et là, ça commence à fonctionner pas mal parce que du coup, j'ai pas mal de clients qui me contactent par rapport à ma création de contenu, donc c'est plutôt bénéfique pour quelqu'un qui n'aime pas la prospection donc je suis assez content. Carrément, parce que je me dis que là, c'est plus de l'inbound que tu es en train d'activer. Ouais. Bon, on aura l'occasion d'échanger dessus, tout à l'heure. Tu m'as parlé de passion aussi. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, pourquoi est-ce que, pour toi, hein, la passion est important pour un entrepreneur? Parce que il faut de la passion pour, réussir, dans la vie surtout dans l'entrepreneuriat. On sait que tu décroches pas tes premiers euros de suite et plus tu vas être passionné, plus ça va se ressentir, envers tes clients, dans ta création de contenu auprès de ta communauté et plus les gens vont avoir envie de travailler avec toi. Mmh. C'est tout simplement enfin, pour moi, c'est vraiment la base. Plus tu vas faire du travail de qualité, même s'il est pas rémunéré de suite, tu vas en produire en masse pour, être le plus visible possible et ça va fonctionner un jour ou un autre. Il va suffire d'une seule personne, d'un seul client, d'une seule rencontre pour que ça explose. Tu sais que ça m'a fait penser à la musique d'Eminem, One Mmh. Chance, One Opportunities. Ouais. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, vraiment et d'autres questions m'arrivent, hein, surtout sur cette partie où, là, j'imagine tu es dans ta passion, tu aimes et tu kiffes, disons, ce que tu fais. Dans un autre point, ce que j'aimerais savoir, c'est, tu fais de la production de contenu, concrètement avec ta boîte. Pourquoi est-ce qu'il est aussi important pour toi de faire de la production de contenu? Bah, déjà de une pour être visible, donc je crée du contenu, pour mes réseaux sociaux personnels, Mmh. donc pour être visible auprès de mes clients et pour les attirer et de 2 pour montrer surtout ce que je sais faire, les formats que je peux créer pour mes clients, ce que eux peuvent, intégrer dans leur stratégie média, les formats à adopter au niveau des trends et cetera et j'hésite pas, en fait, c'est un peu, quand tu crées du contenu pour toi, c'est aussi un peu comme si tu allais les chercher avec l'épuisette, tu vois? C'est comme Mmh. si que tu leur mettais, la solution au fond de l'épuisette et qu'eux, ils tombaient dedans directement, en fait. Je le vois un peu comme ça, en fait, la création de contenu et tout simplement parce que j'adore créer du contenu sous différents formats, que ce soit, de l'audio quand c'était l'époque de Clubhouse. Je créais déjà du contenu, pendant le confinement. J'avais créé une chaîne YouTube en 2017.
Après, je me suis mis à TikTok l'an dernier et LinkedIn et maintenant Instagram avec le format avec ma grand-mère sur des vidéos. Donc vraiment, j'ai toujours aimé créer du contenu et contenu LinkedIn aussi, bien sûr, sur le format écrit. Donc en fait, j'adore tous les différents formats. Il n'y a pas, enfin, je suis passé vraiment par toutes les plateformes pour tester un peu ce qui me plaît et ce qui me plaît le moins, quoi. Ouais, je trouve que c'est intéressant. On aura l'occasion de parler encore de tes canaux d'acquisition. Mais c'est vrai qu'il y a une question qui me chatouille depuis tout à l'heure. Tu as décidé je voulais la poser plus tard dans le podcast, mais là, tu m'as cherché. Tu as décidé d'ajouter, ta mamie, dans l'équation. J'aimerais savoir comment ça se passe? Pourquoi avoir décidé? Est-ce que c'est une stratégie ou bien ça se passe comment? Alors oui, c'est clairement une stratégie. Ouais. Je vais t'expliquer en fait la stratégie. Heu, je sais que pendant le mois d'août, LinkedIn, c'est assez calme. Je me suis dit: «OK, c'est soit pendant le mois d'août, tu prends des vacances comme la plupart des gens et tu vas te reposer, soit tu fais un gros coup de buzz et tu te démarques complètement des autres». Mmh. Je me suis dit, j'ai analysé un peu, ce qui se faisait au mois d'août. Je me suis dit: «Bon, Léna Situation, elle a vraiment cassé le game avec ses vlogs d'août pendant le mois enfin, sur YouTube et cetera. Ça marche très bien, elle a une communauté». Mais il y a rien qui se fait au niveau B2B. Donc je me suis dit: «OK, il y a rien qui se fait niveau LinkedIn sur le mois d'août, c'est assez calme et cetera» et encore plus sur la vidéo. On sait que les reach, sur, LinkedIn, sur la vidéo, c'est connu, c'est assez éclaté. Je me suis dit: «Bah, on va essayer de casser le game» et avant de se lancer ce challenge-là, j'avais déjà fait une vidéo avec ma grand-mère où on la voyait pas et je lui avais demandé, si elle, connaissait un petit peu, l'UGC et cetera, pour la mettre sur LinkedIn et pour toucher ma cible. Donc cette vidéo, elle avait très bien marché et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas exploiter ce challenge pendant un mois et sortir une vidéo par jour?» Où moi je lui pose des questions sur, l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle pense des réseaux sociaux? Vraiment sur le monde en fait de l'UGC. Qu'est-ce qu'elle pense de mes premières vidéos UGC et cetera, sans forcément la montrer en fait. Là, le but, c'était pas du tout de la montrer, elle était pas d'accord au début. C'était vraiment de me filmer moi et qu'elle, elle réponde, mais en fait qu'on entende vraiment sa voix et c'était aussi de montrer à mon audience qu'on pouvait créer des vidéos, sans forcément se montrer. Parce que du coup là, la enfin, le l'utilisateur, il allait vraiment regarder la vidéo pour ma grand-mère, pour vraiment mettre le son et pour l'écouter elle et pas forcément moi, même s'il y avait les sous-titres. Mais c'était vraiment pour l'écouter elle et écouter sa réponse en fait. Et les vidéos, elles ont super bien marché. Par exemple, on a fait 70 000 impressions sur le mois d'août pour des vidéos, donc c'est quand même pas dégueulasse. J'ai eu 4 leads entrants sur les vidéos pour un mois d'août, alors qu'on dit qu'il y a personne sur LinkedIn pendant ce mois d'août. Et voilà, j'ai eu d'autres demandes de collaboration aussi par la suite. Mais c'était aussi pour montrer qu'on pouvait faire du contenu sur LinkedIn pendant le mois d'août, faire de la vidéo sans se montrer et surtout attirer sa cible et les toucher avec de l'émotion. Il y a des vidéos où elle a pleuré, il y a des vidéos où on a rigolé, on a chanté, et cetera. Vraiment, je voulais vraiment avoir une vraie stratégie et passer par tous les thèmes et par toutes les émotions pour toucher ma cible et pour qu'elle soit encore plus heu, «fan», on pourrait dire entre guillemets, mais c'est pas ce mot-là que je voudrais employer, mais qu'elle Mmh. soit vraiment adepte de mon contenu et qu'elle soit vraiment accro à ce que je veux proposer et ça a marché puisque, par exemple, j'ai repéré à peu près 4 5 personnes qui étaient là tous les jours à commenter à la même heure la même vidéo, tu vois? Donc je voulais vraiment faire, de ma communauté des ambassadeurs, en fait, de ce contenu et qu'ils en redemandent derrière, en fait. Je trouve ça Voilà. très intéressant parce que, tu as utilisé un moment calme, disons en termes de communication. Bon, on sait que c'est assez saisonnier, même en termes de enfin, même en business également. Tu as utilisé un temps calme, tu me dis si si j'ai ça ou enfin, si j'ai raison ou bien si tu veux ajouter d'autres choses. Mais si j'ai bien compris ce que tu as fait, tu as utilisé un temps calme où il n'y a potentiellement pas d'activité, sur les réseaux sociaux où tout le monde se dit: «Bah, allez, on va tous en vacances, Mmh. personne n'est là». Pour t'implanter enfin, implanter ta stratégie de communication pour attraper ceux qui sont quand même là et surtout ouais, au-delà de les attraper, en fait, de les convaincre que tu es capable de faire de la production de contenu qui peut être attractif, même, quand, l'algorithme ne le souhaite pas ou même quand il n'y a pas d'activité autour, quoi. Totalement et puis les statistiques, elles étaient là, l'algorithme y était. Donc c'est pas forcément tout le temps une question d'algorithme, c'est surtout de produire le bon contenu qui va toucher la bonne cible, en fait. Mmh. Et surtout le contenu qui va vous plaire parce que plus vous allez kiffer en vidéo, si on prend la vidéo, plus ça va se voir, plus les gens vont kiffer derrière et puis ça va toucher la bonne cible.
Et la stratégie aussi, je l'ai poussée plus loin parce qu'on m'a demandé de créer des podcasts, de créer, une chaîne YouTube et le but, c'est je me suis dit que ça a fonctionné. Donc c'était surtout de partir avec une communauté existante et la transférer sur Instagram et TikTok, ce qui a marché du coup pour pas repartir de zéro et d'annoncer directement à la fin du challenge qu'on se lançait sur Instagram et sur TikTok, avec, une vidéo de ma grand-mère qui se montrait en fait pour, révéler un peu la fin du challenge et en disant que, on se lançait tous les 2 sur les réseaux sociaux et pour avoir, des une communauté, pour basculer une partie de ma communauté sur, Instagram et sur TikTok. Mmh, très intéressant. Donc en gros, tu me diras encore si you feel me. Concrètement, si c'est une sorte de storytelling que tu es en train de faire là avec, dans ce projet-là qui est que voilà, je fais appel à ma grand-mère, voilà, je fais appel à une personne disons, voilà, pour faire de la production de contenu avec un objectif final qui est que, et bien à la toute fin, l'audience aura l'opportunité de pouvoir voir ma mamie, celle qui était derrière tout ça depuis, un petit moment. Est-ce que c'est une stratégie sur lequel tu avais déjà réfléchi ou bien, c'est venu vraiment qu'en doute? Je m'explique, parce que généralement quand on est entrepreneur, on a envie que tout soit parfait. Du début à la fin, on a envie, voilà, avoir un business plan où voilà, on fait 100 K le mois et cetera. On a envie de faire une étude de marché, on tout gère et on a envie d'appliquer tout ça au jour le jour. Donc, je me posais la question justement, est-ce que c'était réfléchi depuis le début? Est-ce que tu conseillerais de réfléchir à des stratégies avec des, disons des inputs et des outputs à Mmh. la fin? Ou bien est-ce que c'est mieux d'aller, vraiment faire le test and learn, disons à la Wall again, Peace to Fly? C'est-à-dire, Mmh. comprendre mettre en place des actions, apprendre, itérer ensuite et ensuite et voir par la suite s'il y a pas, moyen d'avoir une finalité qui peut être intéressante pour tout le monde. Bah, alors là, pour cette stratégie, j'avais pas forcément réfléchi. J'ai juste vu que les 2 vidéos que j'avais faites avec ma grand-mère sans la montrer, elles avaient très bien fonctionné et en fait, c'était lié à l'été. Je me suis dit: «Bah, pourquoi pas la lancer?» J'avais juste un peu, réfléchi à quelques thèmes que je voulais aborder pendant les vidéos, mais j'ai pas forcément réfléchi parce que je voulais pas hésiter longtemps avant de la lancer. Je savais que si je commençais à trop réfléchir, j'allais pas le faire sur LinkedIn. Je me suis dit: «Bon, c'est quand même un réseau professionnel. Moi, je parle du GC. Enfin, c'est plus un contenu lié à TikTok, en fait, par rapport à ça et je me suis dit: «Bon, lance-toi, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tu auras rien à perdre et tu sais que ta cible, elle est pas réceptive à ça». Mais j'y avais pas forcément pensé avant le mois de fin juillet, tu vois? On avait fait la première vidéo fin juillet où je lui demandais ce qu'elle connaissait de mon métier et je me suis dit: «Bon, je vais lancer ça début août, quoi», parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire et durant, l'été, j'avais pas forcément prévu de me lancer directement sur Instagram et TikTok, mais quand j'ai vu l'engouement en fait que les gens avaient sur, ma grand-mère, on veut la voir en vrai, c'est quand, le reveal et cetera. J'ai trouvé ça dingue et j'ai commencé à lui en parler pour lui montrer un peu les stats et tout et je lui ai dit: «Est-ce que toi tu serais prête à qu'on fasse des vidéos tous les 2? Est-ce que tu Oui. voudrais qu'on te montrer face caméra? C'est ce qui va marcher parce que les gens vont s'attacher à toi et tout». Elle m'a dit: «OK, pourquoi pas». Donc du coup, bah, pendant le mois d'août, j'ai réfléchi à comment, annoncer le reveal et comment transférer cette, communauté-là existante sur LinkedIn, sur Instagram et TikTok pour, Et augmenter du coup l'engagement et avoir une communauté directement, derrière. super. Et cette réflexion, elle a duré combien de temps environ? Pas vraiment longtemps, quelques jours, je dirais. Je lui ai laissé le temps quand même de réfléchir. Je l'ai forcé à rien. Je lui ai dit: «Si tu veux qu'on se lance tous les 2 sur les réseaux sociaux, tu es OK. Si tu as pas envie, mais voilà, je te montre un peu les résultats que ça pourrait donner. Je te montre ce qu'on pourrait faire». Et en fait, elle arrivait pas à comprendre que, son histoire à elle pouvait intéresser un maximum de personnes, parce que pour elle, c'est une histoire banale, alors qu'elle a vraiment des choses à raconter, tu vois? Vu elle vient d'Italie, raconter comment ça se passait à son époque, comment elle a fait pour, apprendre le français en France, à trouver un travail. Et c'est vraiment des choses qui sont super importantes, pour pas mal de gens, à savoir aussi sur, bah, ce qu'elles pensent des applications de rencontres. Enfin vraiment, on aborde vraiment tous les sujets, l'amour, le sexe, enfin vraiment il y a aucun tabou par rapport à ça. Je suis vraiment très ouvert avec ma grand-mère et on veut vraiment un peu casser les codes et sans forcément aller dans l'humour comme beaucoup de petits-fils font avec leur grand-mère, comme Studio Daniel et cetera. Nous, on veut vraiment, toucher les gens sur, son parcours à elle et sur, voilà, ce qu'elle pense de l'entrepreneuriat, si elle a des conseils à donner sur, des gens qui ont des ruptures, des choses comme ça. Vraiment balayer tous les sujets et voilà, retranscrire tout ça en vidéo. Bah, écoute, très intéressant. J'ai hâte de voir les prochaines vidéos avec, ta mamie, concrètement. Top, c'est fou. On parle depuis 30 minutes et on a mis 10 minutes à parler de ta mamie quand même. C'est Ouais, toute une c'est un peu beaucoup. stratégie.
Tu lui feras un bisou de ma part. Ça sera fait. Heu, Ensuite, j'ai d'autres questions. Tout à l'heure, tu m'as parlé de, enfin, avant juste de poser cette question, là, tout de suite, on échangeait, et je t'ai demandé: «Est-ce que cette partie où tu as réfléchi, tu as mis en place ton plan, est-ce que ça t'avait pris du temps?» Et tu m'as dit, «Non», et ça, j'ai Mmh. beaucoup apprécié. J'aimerais justement qu'on puisse échanger un petit peu sur, l'importance justement de ne pas perdre de temps lorsqu'on est entrepreneur et de se lancer très, très rapidement et tester and learner, sur son produit et cetera afin d'avancer. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Bah, par exemple, pour si tu je peux prendre mon exemple par rapport à moi, tu vois? Avant de me lancer dans les vidéos, je faisais, du digital. Donc, je voulais accompagner des entreprises, sur les réseaux sociaux, donc un peu comme JCM, tu vois? Et les conseiller sur des stratégies médias, sur LinkedIn, Insta et cetera, mais plus dans le domaine du luxe. Mmh mh. Et là, je me suis complètement foiré parce que du coup, il y avait pas forcément une vraie demande par rapport à ça et le secteur où j'étais sur la Côte d'Azur, par exemple, c'était pas vraiment un secteur qui était demandeur de de mes compétences, en fait, parce que du coup, il y a déjà tout ce qu'il faut. Il y a énormément de concurrence et ça, je m'en suis rendu compte, donc j'ai voulu affiner. J'ai vu par la suite, j'avais fait deux trois vidéos, tu vois? Je me suis rendu dans 2-3 événements de luxe et je me suis dit: «Là, il y a vraiment quelque chose à faire dans la vidéo». J'ai commencé à tester des vidéos un peu micro-trottoirs, et cetera, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, à interviewer des gens à la Fashion Week, à aller, au Monaco Yacht Show, enfin vraiment à tester un peu des choses, qui sortent de l'ordinaire, créer du contenu, faire des photos, des vidéos. Là, je me suis dit: «Il y a quelque chose qui me plaît, j'aime aller au-delà du de l'écran», tu vois? Aller vraiment au contact humain et je me suis dit: «Ouais, il y a vraiment quelque chose à faire et pourquoi pas faire de l'UGC?» et cetera. On m'avait déjà, contacté sur mon grâce à mon contenu. Je me suis dit: «Ouais, là, je tiens quelque chose, c'est plus ce qui me correspond que ce milieu du luxe», tu vois? Un peu plus, fermé, très froid et cetera. Ça ne me correspondait plus et je me suis dit: «Bon, allez, c'est bon, il faut pivoter là, c'est maintenant et voilà, tu commences à avoir plus de demandes dans l'UGC, donc il faut pivoter». Il y a très peu de personnes dans l'UGC, donc c'est le moment ou jamais, tu vois? Et j'ai pas vraiment perdu trop de temps, enfin, entre le début de mon premier business et le deuxième, il s'est passé presque, 1 an, je dirais, un peu moins d'un an et j'ai compris que c'était maintenant ou jamais. Je me suis dit: «Bon, teste et si tu en vis pas demain ou si tu galères un peu, bah, c'est pas grave, c'est le début et cetera» et je regrette pas du tout parce que du coup, ça m'ouvre plein d'opportunités, que ce soit, bah, dans des podcasts comme celui-ci, tu vois? Dans des conférences, j'arrive maintenant à monétiser un peu plus mon contenu, j'ai des collaborations, j'arrive à rencontrer plein de gens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les networking. Enfin, vraiment, c'est que du positif et je pense que quand tu te lances, tu réfléchis trop, en fait, c'est ton cerveau qui s'enclenche et qui se dit, en fait, «Tu vas faire n'importe quoi, arrête tout», en fait et je pense qu'il ne faut pas non plus réfléchir pendant des heures, des jours. Il faut se lancer et si, c'est avec une bonne stratégie, hein. Quand je dis: «Il faut se lancer», il faut quand même pas se lancer tête baissée. Il faut quand même avoir une bonne stratégie et en fait, tu affines, en fait, au jour le jour comme moi j'ai affiné, par exemple, sur, ma stratégie. Je suis et pourtant, c'était une stratégie risquée. Je suis parti avec une communauté des gens qui étaient dans le luxe. Ma communauté, me suivait parce que je parlais de luxe sur les réseaux sociaux et j'ai pivoté pour parler de vidéo. Donc c'était vraiment Mmh. complètement, hem, bah, 2 choses opposées, tu vois? On parle d'un mec qui était avec, un nœud de papillon et qui parlait H24 de luxe et on parle après, qui est tout le temps en casquette, débardeur, enfin vraiment, j'ai complètement changé mon branding et en fait, les gens m'ont suivi par rapport à moi parce que du coup, je me dévoilais plus, dans ma personnalité sur mon contenu et j'étais plus un peu moi-même par rapport à ça. Donc voilà, s'il y a un conseil à donner, si vous voulez lancer une nouvelle stratégie ou un nouveau business, lancez-vous et vous affinerez par la suite. Merci pour ça. Je trouve ça super intéressant ce que tu m'as dit sur, cet aspect où, en fait, tu étais sur un marché hyper, enfin, assez niché et assez Ouais, élitiste. Mais de l'autre côté, tu arrives sur un marché où, disons presque tous les créateurs de contenu veulent se lancer et cetera. Tu passes du smoking au sweat, de la coupe au gel au petit dégradé, toutes ces grave. choses-là. Ouais. Comment est-ce que tu l'as vécu cette partie-là? Je pose cette question parce que il arrive également aux entrepreneurs justement de faire face disons à ce contraste entre leur premier business et le moment où ils font le pivot. Comment réussir à ramener, un client ou bien une cible, d'un point A, c'est-à-dire du positionnement A au positionnement B, sans en perdre le moins, à savoir que ces derniers te suivaient parce que justement tu avais ce positionnement A. Comment est-ce que tu l'as vécu et toi, comment est-ce que tu as fait pour faire cette transition?
Je l'ai assez bien vécu. Bon, je te cache pas que c'était un peu risqué. Je me suis dit, c'est soit, enfin, j'ai construit une audience sur LinkedIn, c'est soit je perds tout, Mmh. soit c'est tout bénéf pour moi. Et je me suis dit, bah, en fait, t'as rien à perdre maintenant. Tu sais que voilà, que ça marchait pas, etc. Joue la carte de la franchise, sois transparent à 100%. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai joué vraiment au max storytelling. Voilà, que mon business ne marchait pas, que j'ai pas rentré de clients et qu'aujourd'hui, je me lance dans la vidéo et que voilà, que je suis passionné, etc., en montrant des exemples de ce que je faisais. Et ça a fonctionné, les gens continuent à me suivre, à me soutenir, etc. Et voilà, et ça a marché pour moi par rapport à ça en fait. J'ai vraiment voulu jouer la carte du storytelling à fond, euh, pas en pleurant dans les chaumières, mais vraiment en montrant que bah voilà, c'était pas tout beau tout rose. Ce que je disais depuis un an, bah, c'était pas forcément vrai, que j'avais peur de dire la vérité forcément sur LinkedIn quand je vois des gros entrepreneurs ou des gros influenceurs qui ont des CA à 5, 6, 7 chiffres et que moi, bah voilà, petite personne qui est dans le luxe en fait, qui n'arrive pas à rentrer un seul euro. Et je me suis dit, bah en fait, je m'en tape quoi. Maintenant, je le dis, c'est qu'ils sont pas contents, ils ont qu'à me follow. C'est pas des gens avec qui euh, j'ai envie de parler sur les réseaux sociaux. Et en fait, la stratégie, elle a bien marché. Enfin, c'est la stratégie. C'était pas forcément une stratégie, j'avais vraiment envie de plus me voiler la face et Mmh. j'avais vraiment envie de partager le contenu qui me plaisait moi avant tout et pas forcément rentrer dans des cases qu'on voulait me mettre sur cette plateforme. Donc ça a bien fonctionné et voilà. Et après, ça s'est fait de fil en aiguille. J'ai commencé à avoir des clients et j'ai commencé à attirer de plus en plus de gens via ma création de contenu, à échanger avec mon réseau et voilà, tout simplement. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis. C'est, bah, en fait, je suis moi-même, je reste qui je suis et c'est à prendre ou à laisser. Je trouve que c'est hyper intéressant, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Quand je dis monde d'aujourd'hui, c'est monde du m'as-tu vu? Mmh. C'est, j'ai besoin d'annoncer que tout se passe au top dans ma société, sinon, ça va pas. Et je dirais pas que j'ai été victime de ça aussi, mais c'est vrai que, à travers mon compte, LinkedIn qui est bon, je suis pas une personnalité, hein, voilà, sur LinkedIn, je crois que j'ai quoi 5-6 K à peine, j'ai pas du coup, de notoriété dessus encore. Mais, c'est vrai que les personnes que je suis justement, il y a énormément d'engouement sur leur contenu et ce qu'on retient à chaque fois, c'est, ça se passe bien, ça se passe génialement, c'est ceci, c'est cela et moi, je suis sûr que je dirais même que mon petit doigt me dit que ça se passe pas aussi bien que ça. Et je trouve ça très, très dommage justement parce que, bah, ça fait partie un petit peu des sujets que j'échange à chaque fois lorsque je fais un podcast parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans ton cas, qui est que, voilà, il a fallu que je revienne à moi-même pour pouvoir bien avancer et justement, je trouve que c'est dommage que ces entrepreneurs qui parfois réussissent même très bien, ne partagent pas leurs peines et leurs difficultés aussi. Parce que pour des entrepreneurs, voilà, qui viennent de se lancer, qui struggle, qui ont des difficultés à passer à un autre niveau, à voir que des choses qui se passent, eh bien, ça détruit un petit peu. Tu me diras ce que tu en penses, Mmh. dans le sens où, ces entrepreneurs qui font 100 K, 200, 300 ou même 1 million de CA, même pour faire ces CA-là, c'est sûr qu'ils ont eu énormément de bourbiers et même au début de leur activité, je me dis aussi qu'ils ont eu énormément de bourbiers. Donc pour des entrepreneurs qui viennent de se lancer, voilà, qui sont du 0 à 1 ou du 1 à 100, concrètement, eh bien, ils ont, je pense en fait, il y a moyen que ces derniers puissent développer un syndrome du, «Purée, je suis nul, j'arrive pas à faire comme eux, qu'est-ce qui se passe?» et cetera. Je ne Totalement. sais pas si toi tu as vécu ça, qu'est-ce que tu Mmh. penses de cela? Alors déjà, règle numéro 1, ne pas se comparer aux entrepreneurs de LinkedIn. La plupart racontent vraiment que des cracks, mais vraiment, hein, c'est connu. J'échange avec pas mal de gens et qui veulent pas dire que leur business ne fonctionne pas, alors que c'est des influenceurs sur LinkedIn. Il y a énormément de gens qui ont 200 000 abonnés et qui rentrent 0 € de chiffre d'affaires. Donc en fait, on veut toujours prouver avec notre valeur sociale. On a tant d'abonnés, on a tant de likes, on a tant de commentaires, mais il y a beaucoup de bullshit. Donc il faut arrêter toujours de se comparer aux autres. Et depuis que j'ai arrêté de me comparer aux autres, ça va beaucoup mieux. Et j'ai surtout accepté de me dire que l'argent, ça va, ça vient. Euh, Tu as une communauté, tu crées du contenu, tu as des clients, etc. Mais on n'avance pas tous au même stade. Donc c'est OK de ne pas avoir faire 10 000 euros, de ne pas avoir le SMIC LinkedIn, etc. Enfin, en fait, on n'avance pas tous au même stade. Et si tu dois avoir de l'argent demain, tu l'auras, mais il faut arrêter de courir après l'argent et de se dire, ouais, il faut que j'accepte ce client pour avoir à tout prix de l'argent, etc. J'ai arrêté de me dire, OK, si tu n'as pas de l'argent demain, bah voilà, c'est une finalité, ça viendra par la suite. Mais je cours pas en fait après l'argent et je cours pas après
tout ça, à me dire: «Je veux la fame» et cetera. Enfin, maintenant ça, c'est derrière moi et j'ai appris à plus me comparer, en fait. Parce que je sais que la plupart des gens, racontent vraiment que des cracks et j'ai surtout arrêté de suivre des personnes qui me ressemblaient plus ou qui ne correspondaient plus à mes valeurs. Alors qu'à mes débuts, c'était vraiment, on va dire, des gens, des entrepreneurs, à qui je voulais ressembler et cetera. Et c'est des gens maintenant avec qui, j'ai plus forcément de d'attrait. Mais tout ça pour dire que c'est super important et qu'il faut arrêter de se comparer sur les réseaux sociaux parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe. Les réseaux sociaux, c'est un peu comme une vitrine, tu vois? On montre ce qu'on a envie. Tu vas pas montrer quand tu es en train de pleurer dans ton lit ou que, tu es à découvert à -500 €, tu vois? Et c'est ça que je reproche parce que, on devrait en parler des difficultés et cetera et c'est encore un peu trop tabou. Tu vois? Si tu as pas tant d'argent, bah, c'est tabou. Si tu as ça, ben t'as pas ce truc de marque et ben, t'es pauvre, tu vois ce que je veux dire? Enfin, en fait, on est trop tout le temps dans des clichés en France, c'est ça que j'aime pas et encore plus sur les réseaux sociaux. Si t'as pas 800 000 abonnés et ben tu pas capable d'être, CM. Si t'as pas, 1 000 000 d'abonnés ou si t'as pas, 100 000 abonnés sur LinkedIn, bah, tu pas digne d'être coach LinkedIn. Tu vois? Il y a plein de clichés comme ça, en fait, qui me saoulent un peu et on devrait mettre plus en avant des entrepreneurs, des petits entrepreneurs, qui montrent, leur passion tous les jours sur LinkedIn et qui parlent, du quotidien, en fait. Voilà, tout simplement. Mais il faut arrêter de se comparer et on ne sait pas toujours ce qui se passe, chez l'autre, en fait. Parce que du coup, on peut tant qu'il n'en parle pas sur ses réseaux sociaux, on peut pas le savoir. Mais et depuis qu'on m'a dit ça, depuis que je parle avec beaucoup d'entrepreneurs qui me disent: «Ouais, moi, tu sais, je suis coach LinkedIn et cetera, mais je vois beaucoup d'influenceurs, qui ont 100 000 abonnés et qui font pas de CA, en fait, ou qui font, 400 likes sur leur post, mais ils rendent 0 € de chiffre d'affaires, donc c'est inutile», tu vois? Et en fait, c'est toujours cette preuve sociale. Tu vas voir quelqu'un qui fait beaucoup de likes ou beaucoup de commentaires et tu vas dire: «Waouh, c'est quelqu'un de bien, j'aimerais trop m'identifier à lui, j'aimerais bien avoir autant de likes» et cetera. Alors que derrière, ça suit pas, tu vois? Donc, il faut arriver, c'est ce que je dis aussi avec mon petit cercle d'entrepreneurs avec qui je parle beaucoup sur LinkedIn, d'arrêter de se comparer et que, OK, des fois, il y a des jours où tu vas pas bien et cetera, mais c'est pas ça veut pas dire que tu es une merde par rapport aux autres, en fait. Et tu peux très bien avoir moins d'abonnés ou, moins de clients, rentrer moins de CA et c'est pas ça qui fera de toi une mauvaise personne, tu vois? Je me dis parfois, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un détox des réseaux sociaux, c'est-à-dire Mmh. fermer les réseaux complètement et se recentrer sur soi? Parce que je sais que même en le disant, c'est très compliqué parce que voilà, on va se le dire aussi, LinkedIn comme les réseaux sociaux, ce sont des canaux d'acquisition aussi qui nous permettent enfin, qui permettent aux entreprises de pouvoir rentrer, du cash ou des clients. Mais de l'autre côté, bah, rester dessus aussi et lire les disons les je ne dirais pas du tout bullshit parce que c'est sûr qu'il y en a, c'est complètement vrai ce qu'ils vivent Mmh. et je pense que c'est merveilleux concrètement ce qu'ils vivent. Mais enfin franchement, je te rejoins dans ce point où, c'est bien de partager ses, disons ses réussites. C'est vraiment génial parce que ça permet aux personnes de s'inspirer et moi j'adore les histoires qui se passent bien, mais ce que j'aime encore plus, c'est les histoires qui se passent mal et surtout, le disons ce qu'on apprend de ces histoires-là, Totalement. surtout et je Bah, c'est pense que surtout ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Bah, pour rebondir à ça, c'est surtout ce qui marche très bien sur LinkedIn et ce que j'essaie aussi de mettre, c'est de dire: «Bah, j'ai fait ça face à cette difficulté», tu vois? J'ai perdu tant de clients, j'ai perdu tant de CA, mais j'ai réussi à faire ça et ça m'a appris à faire ça, en fait. C'est toujours, bah, montrer ton problème et derrière comment tu as réussi à réussir, face à cette dure épreuve, en fait et c'est ce qui marche bien. Mais on devrait quand même voir plus d'entrepreneurs parler de leurs galères parce qu'on en a tous, en fait. Que ce soit au niveau de l'argent, des pertes de clients, des difficultés, de relationnelles avec certains de nos clients qui sont un peu difficiles à gérer. On en connaît tous et on devrait tous partager un peu plus, nos galères et pas que nos réussites. Carrément, je trouve que c'est une bonne idée. Tu sais que nous, on n'a pas encore digitalisé la chose, mais ce qu'on fait généralement, chaque 2 semaines, on organise un petit événement. On appelle ça la table ronde des entrepreneurs, bon, qui fait, un big up aux alcooliques anonymes, hein. Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on invite une dizaine d'entrepreneurs. En fait, ils viennent pendant une matinée, raconter un petit peu leurs problématiques et on se pose tous dessus. On essaie d'échanger justement sur, bah, pourquoi est-ce que ça t'est arrivé? Comment en fait, on se donne des tips et je trouve que c'est Mmh. assez intéressant, ça parce que généralement lorsqu'ils partent, ils sont contents. Ils n'ont pas souvent en fait, ils ont très souvent la réponse à leurs problématiques, mais c'est fou, hein, mais ils n'arrivent pas à l'activer. Ils attendent en fait qu'une personne puisse leur dire en fait, un échange justement pour pouvoir débloquer quelque chose et je me dis que même sur LinkedIn, ça peut être intéressant. Voici la problématique que j'ai, voici que je suis en galère,
help me Mais carrément. concrètement. Et je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Vraiment, c'est une super idée de faire ça et je pense que, si on se retrouve dans une problématique, après il y en a beaucoup qui préfèrent, en parler en privé que l'exposer sur la place publique, hein, tu vois? Mais, ça peut être super intéressant de dire: «Ouais, j'ai tel, problème, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Qu'est-ce que tu me conseillerais?» et cetera. Mais, moi de mon côté, j'hésite pas aussi à demander de l'aide sur, tu vois là, ma prise de parole, qu'il y a prochainement, Oui. bah, je connais pas mal de conférenciers et cetera, bah, je vais leur demander un peu un coup de main, tu vois? Gratuitement, ils m'ont filé un coup de main et en retour, ben, s'ils ont besoin d'aide, je leur filerai un coup de main aussi. De pas hésiter à demander de l'aide et c'est toujours intéressant d'avoir une quand on se sent toujours bien quand on a une main quand même tendue, tu vois? Et que tu peux la rendre, quand je peux aider aussi quelqu'un, j'hésite pas à le faire, gratuitement, ça me dérange pas, tu vois? Houston, es-tu là? Je répète, Houston, est-ce que tu me reçois? J'interromps ce podcast à quelques secondes pour partager avec toi notre prochaine mission, Expédition Developers, la fusée qui envoie ton entreprise sur orbite croissance. Comme tu le sais, de nos jours, il est devenu très simple de créer une entreprise. Par contre, faire de la croissance relève d'une toute autre histoire. Alors avec la base de lancement spatial TBP Entrepreneurs, on a décidé de mettre en place cette fameuse expédition. Pour plus d'informations ou pour t'inscrire au prochain décollage, rendez-vous sur notre site internet www.tbpe.fr. Allez, on rappuie sur l'accélérateur vers la croissance. Complètement super. Bah écoute, tu sais qu'on vient de finir l'introduction, ça fait 40 minutes. On a parlé de toi, ton histoire, ta mamie, LinkedIn, les échecs, les réussites. C'est complètement génial. J'ai envie que tu me parles maintenant de ton entreprise, un petit peu ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est que l'UGC? Parce que c'est vrai qu'on le voit partout. Je sais ce que c'est, mais concrètement que tu l'expliques. Je te propose déjà de commencer à parler de ton entreprise. Yes. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Donc, je fais des vidéos pour des marques, donc pour augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, en quoi ça consiste? Donc, en fait, je vais créer des vidéos pour parler de leurs produits ou de leurs services. Ce qui différencie de l'influence, c'est que pour être créateur du GC, tu n'as pas besoin d'avoir une communauté. Il faut savoir juste créer du contenu, euh, rendre du contenu viral, connaître les codes des plateformes, avoir des compétences en marketing, comment vendre un produit avec une structure, donc une structure bien précise dans le script pour pousser l'utilisateur en fait, à acheter le produit, à cliquer sur le lien que tu vas mettre dans la vidéo. Et en fait, ces vidéos, elles vont être soit poussées en publicité, donc elles vont apparaître en publicité sur le compte de la marque. Toutes ces vidéos ne sont pas sur le compte du créateur, il ne publie rien sur ses réseaux sociaux. Donc ces vidéos, elles vont être là, elles vont être mises en publicité sur le compte de la marque durant une période donnée, ou elles vont apparaître sur le feed Instagram ou TikTok de la marque en organique. Donc ce sont 2 structures de vidéos différentes. L'une, la vidéo ads a pour but vraiment d'augmenter les ventes, de la marque et la vidéo organique, elle, son but, c'est d'augmenter la notoriété et la visibilité de la marque, donc dans des formats trend, dans des formats unboxing et cetera, qui vont être postés sur le compte de la marque pour alimenter son feed, en fait. C'est fou, tu sais qu'on est en 2021 et 2021, qu'est-ce que je raconte? On est nous sommes au 21e siècle, plus précisément en 2023. Hem, il y a encore des gens, des entrepreneurs, des gens en général qui ont des difficultés à croire que la production de contenu, la production de vidéos, ne permet pas justement à une entreprise de se démarquer, de faire plus de chiffres. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Alors c'est totalement faux, la vidéo peut faire plus de chiffres, quand on a une bonne structure, une bonne stratégie, que ce soit du storytelling en racontant une histoire comme je fais avec ma grand-mère, en montrant les bienfaits, du produit, en cassant le problème pour lui apporter une solution, en réadaptant les vidéos avec des formats qui fonctionnent, que ce soit des trends TikTok, des micro-trottoirs, des démonstrations de produits, des trends comme, ce que j'ai commandé vs ce que j'ai reçu. Enfin vraiment, il faut avoir les codes des réseaux sociaux et réadapter, la vidéo à son domaine d'activité. Mais tout le monde peut faire de la vidéo. On a bien vu des gens qui ont explosé leur business sur TikTok pendant le confinement, que ce soit des charcutiers, des gens qui vendent des pierres sur les réseaux sociaux, des bijoux, du fait main, de la décoration. Vraiment, tout le monde a sa place dans la vidéo, que vous souhaitez vous montrer ou non. Mais avec une bonne stratégie, un bon script, on peut faire vraiment pas mal de choses. Comment est-ce que tu t'organises quand tu fais la production de tes vidéos? C'est, par exemple moi, allez.
Petit cas pratique, voilà. J'ai besoin de gagner en visibilité, j'ai besoin de gagner un peu plus d'argent, faire un peu plus de chiffre d'affaires avec mon entreprise, voilà. Nous, on accompagne les entrepreneurs dans tout ce qui touche la croissance à travers différents leviers et cetera. Si je viens, je t'expose ma problématique, j'aimerais savoir quel serait ton cheminement de pensée pour me proposer quelque chose? Alors, si c'est pour faire de la vidéo, Mmh. déjà, ce qu'il faut réfléchir, c'est quel public tu veux toucher. Donc, pour améliorer sa stratégie, donc dans ta stratégie, tu vas te dire, bah, qu'est-ce que je veux partager sur les réseaux sociaux et qui je veux toucher. Donc après, à la suite de ça, tu vas définir bah, du coup un premier thème, différents piliers que tu vas partager sur les réseaux sociaux dans tes vidéos. Et après, bah, il va y avoir la régularité, donc sur tes propres plateformes, comme je fais moi du coup sur mes réseaux sociaux. Moi, j'ai fait le choix de me démarquer, par exemple, ce soit sur ma grand-mère, et moins parler du GC sur TikTok et Instagram, mais plus en parler sur LinkedIn, parce que je sais que ma cible B2B, elle est sur LinkedIn, tu vois. Donc par rapport à ça et après, si tu es une marque, si on prend le cas pratique, si tu es une marque, pourquoi intégrer de la vidéo dans ta stratégie, média? Parce que les gens en ont marre d'avoir, du contenu un peu trop corporate. Ils veulent vraiment voir des humains et ils en ont marre aussi surtout de voir, des influenceurs qu'on voit partout. Donc ils ont envie de privilégier un peu plus des personnes lambda, comme toi et moi, des personnes qu'on ne connaît pas, forcément, de télé ou autres sur les réseaux sociaux et on a vraiment envie de, se projeter dans le produit ou dans le service et on a envie de voir, ce qu'il peut nous apporter et pourquoi on achèterait ce produit, en fait, concrètement. On a vraiment envie de voir, la transparence dans ce produit et on a envie de ressentir les valeurs de la marque, en fait, dans ces vidéos. Si je comprends bien, ton chemin, enfin ton cheminement, la première des choses, c'est, pour une entreprise, trouver sa cible. Savoir Totalement. vraiment qui est-ce qu'on veut, qu'on veut livrer. Totalement. Trouver sa cible et après, sur quel, où se trouve sa cible en fait? Est-ce que ça va être plus sur TikTok, sur LinkedIn? Et après, trouver le bon format qu'on veut faire, trouver les thèmes et cetera et la régularité surtout. D'ailleurs, j'ai pas mal de on fait pas mal de débats au sein de la boîte, avec mes collaborateurs sur l'importance de TikTok. Je sais que j'ai raison, mais ils n'arrivent pas à me croire, dessus. J'aimerais que tu puisses, enfin enfin qu'on puisse échanger un petit peu dessus, bah, sur disons la puissance de TikTok. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que TikTok est assez bien utilisé pour l'instant pour disons les entreprises pour générer de l'argent? Si on part toujours dans cette optique où les entrepreneurs, enfin les entreprises doivent aller chercher plus de croissance chiffrée. Alors je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont vraiment compris l'impact que TikTok avait, depuis 1 an ou 2 après le confinement. Il y a vraiment une vraie stratégie social media à faire. On a vu vraiment des entreprises exploser, le compte de la SNCF, des comptes de voyage, vraiment, ils ont vraiment mis l'humain, en fait, au cœur, de leur stratégie. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne en prenant des créateurs, en faisant des stratégies d'employé advocacy, en faisant jouer leurs, employés directement dans leurs vidéos. C'est vraiment des choses qui peuvent faire exploser leur chiffre d'affaires et tout le monde est sur TikTok, vraiment, du plus jeune au plus vieux. Donc vraiment, tout le monde peut consommer du contenu et être l'ambassadeur de sa marque préférée, en fait. Donc je pense qu'il y a vraiment une vraie valeur à être sur TikTok et il y a vraiment des métiers qui doivent être, sur l'application, hem et je pense que tout le monde a sa place, là-dedans et on voit vraiment l'ampleur que ça prend avec la monétisation méta, les lives TikTok. Bientôt, on va pouvoir acheter des choses directement en live. Là, il y a TikTok qui a sorti récemment TikTok Series. Donc, c'est un peu du contenu privé comme OnlyFans, mais du coup, où vous pouvez vendre bah, de la formation, des e-books, etc. Mais vraiment en contenu privé et vous allez payer un abonnement ou vous allez payer directement le e-book, mais directement sur TikTok. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à faire niveau création de contenu pour les marques et pour les créateurs sur l'application. Et vraiment, quand on voit que vraiment TikTok se professionnalise et devient presque détrôner Google au niveau des mots-clés, enfin, je trouve ça incroyable. Même moi, le premier, quand je cherche un restaurant ou je cherche un voyage ou une ville en particulier, bah, je vais taper le mot-clé directement sur TikTok pour vraiment avoir visualisé davantage en vidéo en fait ce que je veux au niveau de ce que je cherche comme restaurant ou dans le voyage lequel je vais visiter par exemple. Tu vois.
Très intéressant. Je trouve que ce que tu dis est très intéressant et premièrement parce que je suis d'accord avec toi et ça prouve que j'ai raison, parce que, j'ai l'impression également que TikTok c'est devenu, un monstre en termes de production et de proposition de contenu et au-delà de ça, cette partie monétisation qui est devenue hyper puissant, tu peux faire de l'argent, hein, tu peux faire plus de chiffre d'affaires peu importe le lieu où tu te trouves et ça, je trouve que c'est en fait, ça redistribue un petit peu les cartes. Je m'explique pourquoi, dans les années, précédents, avant Covid et cetera, la production de contenu, surtout de contenu de valeur ajoutée et cetera, qui était exploitable et qui pouvait permettre de générer de l'argent, était plus destinée selon moi à des corporates, des entreprises et cetera. Mais grâce à TikTok, eh bien, tu prends ton iPhone, en fait, tu achètes un micro-cravate, un Rode, peu importe, pour 100, 150 ou 200 euros, à part le téléphone, enfin l'iPhone, tu peux commencer à produire du contenu et pouvoir générer de l'argent. heu heu, c'est fou, quoi et j'ai l'impression qu'il y a des entreprises ou des entrepreneurs qui n'arrivent pas à réaliser tellement ça a l'air irréel et trop facile, j'ai envie de te dire. Vraiment, c'est juste incroyable de se dire que ton contenu là, tu peux le faire monétiser par la plateforme et derrière construire une communauté et le monétiser via des placements de produits ou des partenariats, et cetera. Enfin, je trouve ça dingue quand je vois, j'en suis pas trop des TikTokers sur TikTok, mais quand je vois que j'ai su depuis le Covid et qui ont explosé avec 3 à 4 millions d'abonnés et des personnes qui étaient des personnes lambda et qui arrivent à monétiser leur contenu, qui font des 2 3 millions sur toutes leurs vidéos, donc ils ont déjà une monétisation de dingue, plus tous les partenariats qu'ils ont, enfin, rien qu'avec TikTok, c'est juste incroyable en fait. Et on ne se rend pas compte, mais ça peut vraiment faire décoller votre stratégie en tant que marque ou en tant que créateur, de créer du contenu sur TikTok à forte valeur et de le reposter sur différentes plateformes ou de tout simplement, par exemple, créer une vidéo longue YouTube et de la couper en short pour la mettre sur TikTok, pour pousser votre audience à aller la voir sur YouTube. Même en tant qu'entreprise, enfin vraiment, TikTok, c'est vraiment une mine d'or et pour moi, ce serait vraiment super dommage de ne pas l'utiliser en 2023, en sachant que 2024 va être encore plus dingue que cette année sur TikTok avec toutes les fonctionnalités qui arrivent. Qu'est-ce que tu penses d'Instagram? Et bah, tu vois, j'étais assez surpris d'Instagram par rapport au nouveau challenge. Pour moi, je pensais pas pouvoir, créer une communauté tout de suite et je pensais enfin, j'ai plusieurs comptes au niveau, plus pro, mais du coup, je partageais des photos et cetera, des trucs un peu plus lifestyle et là, quand je me suis mis à poster, bah, des réels tous les jours, j'ai trouvé ça dingue qu'en 2023, tes réels puissent encore atteindre 100-200 000 vues, genre sur une vidéo, du jour au lendemain, tu vois? La stratégie là que j'avais du coup, bah, on reprend par rapport au challenge, c'était de recréer des réseaux de A à Z pour tester l'algorithme et de voir s'il allait me les mettre en avant avec TikTok et Insta, et Insta en fait a tout de suite marché par rapport à ça. En un mois, j'ai eu 300 abonnés, sur un mois là et j'ai, 1 réel sur 2 qui atteint plus de 50 000 abonnés, plus de 50 000 vues, tu vois? Donc je trouve ça juste dingue qu'encore Instagram, pousse les réels et je pensais que c'était, fini et que c'était plus un TikTok et là, TikTok est moins réceptif par rapport à mon contenu que Instagram. Instagram, j'ai, peut-être 4-5 vidéos qui ont atteint, 120 000 vues, quoi. Je trouve ça dingue. Donc TikTok, au niveau des réels, quand on comprend et on craque l'algorithme un petit peu, je pense qu'on peut faire vraiment des folies par rapport à Instagram et c'est vraiment pas du tout à négliger. C'est comme TikTok. Pour moi, les 2 vont ensemble. Super. En ce qui concerne, dis-moi ton organisation, en termes de travail, c'est quoi la si tu veux, la journée typique de Jordan? Alors ça change un peu tous les jours selon mes humeurs, mais généralement, si j'ai une bonne journée productive, le matin, je me lève assez tôt, vers 6 heures pour aller au sport pendant 2 heures. OK. J'enchaîne avec mon post LinkedIn, je rentre, je check un peu mes mails et généralement le matin, je me concentre à fond jusqu'à midi sur, ce qui est le plus important et ce qui me demande, un maximum de concentration. Donc ça va être, du tournage, du montage, hem et vraiment, des tâches, vraiment je dois vraiment être concentré, bah, préparer la conférence, des choses comme ça et l'après-midi, ça va être vraiment plus des tâches, chill de 14 heures à 18 heures sur, des mails, un peu de la prospection. Hem, Principalement, c'est ça l'après-midi ou, écrire un peu des idées pour des futures créations de contenu, des idées de vidéos et cetera.
Vraiment l'après-midi, je laisse un peu mon cerveau aérer, donc vraiment des tâches, chill, tout en travaillant, sur une plus longue période, enfin sur une plus longue, plage horaire, mais en me demandant beaucoup moins d'efforts, en fait. Pour toi, c'est quel moment qui est le plus productif, hem, dans une journée? Bon, il y a plusieurs écoles, hein. Il y en a qui sont plus du matin, très, très tôt. Je me lève, j'ai commencé à rédiger mes articles de blog et cetera parce que je suis inspiré de dingue. Il y en a, c'est plus, en toute fin de journée et on sait que la journée d'un entrepreneur est super condensée. En même temps, il y a énormément de choses à gérer. Et il y a des moments également où on est plus productif en termes de travail, disons, à la chaîne, alors qu'il y a des moments où on est encore plus productif en termes de, disons, d'inspiration. Toi, qu'est-ce que tu as à dire à cela? Et surtout, toi, comment est-ce que tu t'organises pour être, disons, enfin, quels sont tes moments de productivité? Ah vraiment ça change, il y a des jours où je peux super être productif, très tôt le matin vers, 6-7 heures Mmh. et des fois j'ai envie, bah, comme une idée qui vient et je me dis: «J'ai envie de travailler», c'est 21 heures, tu vois? Et en Ouais. fait, je maintenant j'essaye d'apprécier en fait les moments où je suis pas productif et me dire: «Bah, c'est pas grave en fait, ça reviendra plus tard dans la journée» et bah, pas manquer, des fois ça vient plus tard le soir ou plus tôt le matin en fait et j'accepte en fait d'être moins productif et d'être un productif, pas forcément au moment où je l'avais noté sur mon agenda en fait. Mais pour être le plus productif possible, je teste là depuis pas mal de temps, enfin depuis peu, hem, de bloquer en fait des créneaux sur mon agenda, sur Google Mmh. Agenda et de, mettre un temps sur chaque tâche. Donc par exemple, prospection de 14 heures à 15 heures, réviser ma conférence de 15 heures à 17 heures, mail de 8 heures à 9 heures. Vraiment d'accorder, un temps précis à chaque tâche pour, déjà d'une, réaliser toutes les tâches dans la journée et de 2 pour voir si je dépasse ou, si je suis trop lent et cetera pour réajuster et voir en fait, combien de temps je passe dans la journée à faire une tâche, en fait et pour, bah, ensuite être le plus productif possible. Bah, écoute, je trouve ça très, très intéressant également. Super, 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 super intéressant. J'ai buggé. Je trouve ça très intéressant parce que tu travailles par bloc. Si, enfin, Ouais. si c'est pour résumer, c'est que, voilà, enfin, tu me diras si j'ai raison ou si tu as enfin, d'autres choses à ajouter dessus. Tu travailles par bloc. Une fois que tu dépasses ce bloc, tu passes à autre chose et tu essayes au jour, au quotidien, en tout cas, à intervalles donnés, de pouvoir augmenter, disons, en efficacité dans ces blocs de temps, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est ça? C'est bien ça, c'est bien ça. C'est de tester en fait, des fois, plus de travailler le matin sur, des tâches, qui me prennent du temps, de bouger des fois après les mails, de les mettre l'après-midi, de prendre les Mmh. appels que le matin et des fois de le mettre l'après-midi. Enfin vraiment j'essaie de tester plein de choses, mais surtout de travailler par bloc de temps et de, Mmh. me noter en fait quand il y a des plages, et de m'accorder aussi du temps dans ma journée, de me dire, bah, de 14 à 15 je prends rien par exemple, je vais sortir prendre l'air ou je vais aller au sport. Enfin vraiment de me prendre du temps pour moi, mais de me le noter dans mon agenda en fait. Je sais que de temps à temps, je sais, ce que je dois faire et surtout ça va me rassurer en fait, je sais pas comment dire, mais ça va me rassurer de savoir ce que je dois faire à telle heure en fait et de m'accorder une pause à tel moment et cetera. Enfin, c'est assez chronométré, mais ça me permet surtout de ne rien faire quand tu es un peu chez toi à travailler et de pas te mettre devant la télé, de dire: «Ah c'est bon, je ferai tout à l'heure» et cetera. Ça te permet surtout de te mettre un cadre et de rester productif, même si je peux très bien me faire des mails, devant la série, c'est pas grave ça. Mais c'est pas quelque chose qui va me demander beaucoup de concentration, donc je peux très bien, répondre à mes mails à 17 heures et je regarde une série en même temps, quoi. Ça, c'est pas grave. Ça Mais t'évite le vraiment chaos. ouais, voilà, ouais, vraiment de concentrer mes tâches qui me demandent le plus de concentration le matin et qui sont le plus importantes avec des deadlines bien précises et cetera. Donc j'essaie de fonctionner au jour le jour ou sinon, quand je peux le dimanche, bah, de planifier vraiment toutes les tâches que j'ai à faire pour la semaine et de les dispatcher par jour et si, bah, j'ai pas le temps de le faire, aujourd'hui, bah, je le ferai mardi. Mais de, travailler sur des tâches qui sont le plus importantes en début de semaine et généralement le vendredi ou autre, c'est des tâches beaucoup plus cool, tu vois? C'est, rédiger de la newsletter, faire de la prospection, prendre des calls, vraiment voilà. Généralement, l'après-midi, c'est beaucoup plus cool et le matin, c'est plus intense. Mais j'essaye de pas vraiment trop me mettre la pression sur ça. Je me dis, tant que les tâches principales, elles sont faites en début de semaine et voilà, le reste, je le fais fin de semaine et cetera. Ou s'il faut bosser le samedi matin ou le dimanche matin, je le fais aussi, tu vois? Mais, et voilà, c'est vraiment d'avoir déjà une vision en fait à 360, comme une sorte de planning en fait sur la semaine et de mettre sur écrit pour avoir une vision sur, tout ce que je dois faire.
Bah, écoute, je trouve ça très, très enfin, hyper intéressant et je pense qu'on peut même faire un podcast sur, la productivité et Mmh. surtout l'organisation parce que Dieu seul sait comment, l'entrepreneur est souvent désorganisé. Je Ouais. m'explique. Dans le cas de figure où, tu organises, enfin, tu veux planifier ta journée et te dire: «Je vais faire tant de tâches». Tu te retrouves à faire tant de tâches et tu dois condenser toutes ces tâches-là dans un moment enfin, dans un laps de temps donné. C'est hyper compliqué, à savoir que aucune journée n'est pareille et surtout que tous les jours, tu vas avoir des bourbiers, des choses, enfin des montagnes russes, en fait, quoi, de émotionnelles. Ça va bien, ça se passe pas, Clairement. ça va, ça se passe pas, donc c'est hyper galère. Donc j'ai même envie de parler de productivité, mais je te propose là de continuer. Là, ça fait 1 heure qu'on Waouh. a déjà commencé et j'ai énormément de questions vraiment à te poser. Mais là, si tu veux, ce que je te propose, c'est qu'on puisse, parler de, disons, de croissance. Voilà, Yes. hyper important. Pourquoi je veux parler de croissance? Déjà parce que j'adore ça. De un, de 2 parce que, je me dis que, selon moi en tout cas, une entreprise qui ne croit pas en continu, c'est une entreprise qui est en train de dépérir. Il y a pas de stagnation. Quand tu stagnes, c'est que tu avances pas. Le marché Mmh. avance, le monde avance, les technologies avancent. Donc, quand tu t'arrêtes d'avancer, c'est que tu es en train de reculer. Ça, c'est ma petite philosophie à moi. Donc, chez TBP, nous, on pense qu'il existe énormément de leviers pour faire de la croissance. Donc, on s'est concentré sur 4 leviers primordiaux qui sont, la communication. Pourquoi? Bah, si tu communiques pas, on sait pas où tu es. Donc je pense que Mmh. enfin, c'est ton domaine, quoi. Au-delà de la communication, le marketing, ton positionnement, ton brand, tes analyses, tes objectifs et cetera. En ce qui concerne par la suite, enfin la suite des choses, c'est la vente. Si tu vends pas, bah, tu meurs concrètement. Un entrepreneur qui vend pas, c'est hyper compliqué pour lui Mmh. de se développer en partant du principe où, déjà si tu as des salariés ou si tu as des charges, chaque mois tu commences dans le négatif ou bien tu dois de l'argent. Donc tu dois complètement, revenir au point mort et le dernier point, bah, c'est la partie qui m'intéresse le plus, c'est l'aspect piraterie. Pas piraterie disons à la One Again Beast to Fly, mais c'est plus, l'ensemble des hacks qui permettent à une entreprise d'être optimale, quoi. Concrètement, je sais pas, par exemple, réduire son temps de travail, à envoyer des mails automatiques. En fait, de pouvoir passer de 0 à 1 le plus rapidement possible en utilisant le moins de moyens possible. Donc là, j'ai envie d'échanger avec toi, pour ta boîte. Comment est-ce que tu as activé, cette partie déjà? Je te propose de commencer sur la partie communication. Yes. Comment est-ce que tu as activé, parle-moi de ta communication, comment est-ce que ça se passe? Alors, ça demande énormément de temps, on se rend pas compte, Mmh. mais avoir une communication personnelle en plus de celle de tes clients, c'est énormément de temps de créer du contenu pour toi. Donc moi, la communication, j'ai axé ma communication principale sur LinkedIn, Mmh. en commençant sur 3 posts par semaine et en allant petit à petit sur, plus de régularité. Mmh. Donc j'ai fait le choix d'être sur LinkedIn parce que ma cible est dessus, donc c'est principalement LinkedIn, donc au niveau de la communication. Puis, là, du coup, je communiquais sur l'UGC, par la suite, mais du coup, c'est pas forcément du contenu, sur lequel je voulais partager. Donc du coup, bah, là, ça va être principalement pour toucher un autre public, donc celui, qui va toucher celui-là avec ma grand-mère, donc Instagram et TikTok. Et j'ai intégré également, une newsletter depuis à peu près 1 an où je donne des tips et des conseils sur l'UGC. Donc en fait, au niveau de mon canal d'acquisition, sur, plus de la communication, ça va toucher totalement des cibles différentes, même si, LinkedIn et newsletter sont liés, mais ma communication va me servir à être plus visible auprès d'audiences différentes, en fait. Voilà, au niveau de ma communication sur les réseaux sociaux par rapport à ça, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça. Bah, écoute, je trouve ça intéressant. Si je comprends bien, tu as diversifié tes canaux de communication. Est-ce que tu peux Mmh. m'expliquer pourquoi est-ce que tu as décidé de diversifier? Parce que je pense que tu aurais pu décider voilà, de rester sur TikTok ou bien d'aller, tout simplement sur, LinkedIn. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire cette diversion, quoi? Enfin, cette diversification? Ouais. Alors, premièrement, déjà, parce qu'on ne peut pas enfin, je veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier, au cas où si mon compte il saute et cetera, Mmh. et surtout, je veux pas être, dépendant, de l'algorithme. Je veux pas, me dire que si demain tout se termine, bah, j'ai plus rien, en fait. Donc je veux être sur différentes plateformes pour créer du contenu différent et toucher, d'autres audiences et ne pas avoir, le peur que demain ça saute. Donc c'est principalement pour ça aussi.
Je trouve que ce que tu dis est super intéressant. Déjà la phrase, ne pas mettre tous ses œufs dans le même Ouais, panier, ouais, parce que c'est vrai que, c'est la phobie des entreprises et des entrepreneurs surtout, sur l'ensemble des réseaux. Si demain ça plante, si demain on te bloque, si demain on te banne, surtout le LinkedIn, toutes ces plateformes-là, ouais. eh bien tu fais comment, concrètement? Donc je trouve que c'est intéressant. J'aimerais savoir, est-ce que, au-delà d'être sur ces réseaux, est-ce que tu fais de la traction de données? Je m'explique parce que c'est vrai que voilà, là, la problématique est que, supposons demain, je ne te le souhaite pas, supposons demain, heu, bon, LinkedIn te shadow. Voilà, on te Mmh. dit, voilà, il te banne parce que tu as fait un post, voilà. Hem, Est-ce que tu as réfléchi à ce qui pourrait se passer après, à récupérer tes datas, à récupérer tes clients, en tout cas, à rester en contact avec tes clients? Non, j'ai jamais réfléchi à ça, mais du coup, j'ai lancé ma newsletter, OK. pour en fait, avoir un maximum de données et avoir un maximum, de mes clients et de mon audience, pour les faire sortir de LinkedIn en fait, au cas où s'il se passait quelque chose comme ça. Pour avoir, Mmh. la main prise en fait sur, la base de données, parce que la newsletter, c'est une base de données qui t'appartient, alors que sur les algorithmes, non, du coup. Et mais j'ai pas réfléchi à la suite, non. Carrément. Je vais juste faire, te dire une petite phrase qui n'a rien à voir avec le but du podcast. Je ne sais pas si on t'a déjà dit, tu ressembles un peu à Cristiano Ronaldo quand il a la coupe. Ah ouais, Je te le sérieux? jure, c'est un truc de ouf. C'est un Là, compliment je alors? mais en fait, je regarde depuis tout à l'heure, je me dis: «Mais attends, il a des Ah airs» ouais? et ça me fait penser un peu à Cri je t'assure. Moi, tu regarderas sa vidéo, quand il est à la Juventus, Ouais, quand il a une coupe assez, assez à ras, heu, tu as des airs. Anyway, bon, restons concentrés. bon, Heu, c'est un compliment, je prends. Vas-y, je prends, hein. On m'a dit Brad Pitt la dernière fois, alors, Brad Pitt ou George Clooney? ah ouais, bah, écoute, disons que tu Ah ressembles au plus balance-le grand. toi. Ouais, Manquerait plus que tu fasses les «ce». ouais, grave. Anyway, donc ouais, merci déjà, on a échangé sur cette partie, communication. J'ai envie que tu me parles aussi de la partie, tout à l'heure, on a parlé de personal branding. Mmh, Moi, j'ai envie qu'on échange sur cette partie marketing également de ta ouais. société. Comment est-ce que tu l'as marketé? Quel est ton positionnement? Hem, Tout à l'heure, tu m'as dit que lorsque tu t'es lancé en entrepreneuriat, tes cibles étaient plus des personnes, des élitistes, un petit peu le luxe, toutes ces Mmh. choses-là. Comment est-ce que tu as travaillé ton positionnement? Pourquoi est-ce que j'irais voir Jordan? Là, concernant mon positionnement, déjà, j'ai fait le choix d'être dans les premiers créateurs, hommes, parce qu'il y a très peu de créateurs, hommes qui créent du contenu, UGC et en plus sur LinkedIn. Et j'ai fait le choix de me démarquer et de me positionner sur plus du premium, on va dire, d'avoir un tarif plus élevé par rapport aux jeunes créateurs qui se lancent dans la création de contenu, pour proposer vraiment et les accompagner de A à Z dans la conception et dans la création de vidéos. Donc, c'est d'avoir des tarifs un peu plus élevés ou juste, on va dire, sur mon travail et mes compétences. Donc, au niveau de mon positionnement, c'est d'avoir voilà, bah, un prix qui me paraît juste et qui est synonyme de mon travail, en fait. Par rapport à ce qu'on peut trouver, surtout dans les prestations de services, c'est assez difficile de juger une prestation parce qu'on trouve vraiment tous les prix. C'est comme sur Fiverr, c'est comme dans le community management, etc., le ghostwriting. On trouve des choses à 10 euros comme à 5 000 en fait. Donc c'est difficile de juger. Et chez moi, surtout, il y a 100% de transparence. Il n'y a pas du tout de vice caché. Chaque tâche a un budget bien précis. Et en fait, je fonctionne avec un devis sur mesure en fait. Et je vais l'envoyer à mon client et c'est lui qui va cocher, en fait, on va dire, ce qu'il a besoin. Avec, il y a des suppléments pour tout, pour de la livraison, pour des rushs supplémentaires, pour des photos, etc. Pour un nombre de vidéos, pour du mensuel, etc. Et mon client va cocher ce qu'il a besoin avec le prix qui est en face. Donc il y a zéro vice caché en fait. Il est au courant de ce qu'il va payer et de ce que je facture, enfin de la tâche qui va être facturée en fait. Intéressant. En ce qui concerne également ton positionnement, est-ce que, si j'ai bien compris, tu vises, disons, tout type d'entreprise en termes de ciblage ou bien, en termes de stratégie, tu te dis: «Moi, je vais plus aller vers disons les entreprises qui sont spécialisées dans la restauration ou dans le transport et cetera». Quelle est ta stratégie dans ce cas de figure? Alors, j'ai pas forcément de stratégie par rapport à ça. Oui. En fait, si, il y a une stratégie. C'est, tous ceux qui font pas forcément déjà de drop, donc ça, je suis contre, de mettre mon image sur, du dropshipping Mmh. et des choses qui sont un peu, osées, on va dire, bah, liées, au sexe ou des choses comme ça qui vont me défavoriser sur, mon image, on va dire. Parce que ça Mmh. reste quand même de la publicité, donc
la vidéo va tourner sur les réseaux sociaux, donc je ne veux pas du tout, associer mon image à ça. Et au niveau de la stratégie, pour moi, c'est super important déjà que la personne en face, elle ait des valeurs humaines, donc qu'elle me comprenne et qu'elle, se mette à la place du créateur. C'est pas parce qu'on n'a pas d'abonnés ou qu'on n'est pas une référence sur les réseaux sociaux peut être qu'on peut être, dévalorisé ou autre. Pour moi, les valeurs humaines sont super importants, qu'on me demande comment je vais, est-ce que je suis content du projet, est-ce qu'on peut échanger par téléphone? Pour moi, c'est super important de 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 mettre en avant l'humain, en fait, hem, avant la collaboration. Donc déjà, pour moi, c'est la règle numéro une. Si la personne en face, elle est pas du tout, comme, je voudrais ou comme, enfin, elle ne représente pas les valeurs que je Mmh. défends. Pour moi, déjà, c'est un non direct et surtout au niveau de la stratégie, une personne qui va commencer tout de suite à négocier mes tarifs, à vouloir du gratuit, à vouloir, me comparer aux autres créateurs ou voilà, ça, c'est des non catégoriques, c'est des choses, sur lesquelles je suis intransigeant par rapport à ça. Donc au niveau de ma stratégie, pour moi, c'est par rapport à ça, pour en revenir, heu, pour en revenir à ce que tu disais. Ouais. En ce qui concerne toujours la partie positionnement, Ouais. et j'ai envie de mélanger un petit peu positionnement et Mmh. branding, c'est-à-dire l'univers de ta marque en général. Bon, c'est un mot un petit peu fourre-tout parce qu'il y a la brand, disons psychologique, c'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas toucher, tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qui fait partie de l'être. Mais également, il y a la brand, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de l'entreprise, ses valeurs, mais aussi son matériel, ses logos, toutes ces choses-là. Moi, j'ai envie de savoir, lorsque tu accueilles chez toi un client, comment est-ce que tu fais pour que celui-ci ressente ta brand, ressente à quel point toi tu es différent des clients? Est-ce que tu as, disons un hack ou des moyens que tu utilises, pour qu'on se dise, «Bah, lui c'est Jordan et c'est the Jordan et pas Jordan, il y a comme il existe, 1000 et un Jordan». Mmh. Bah, déjà, ce que j'essaie avec mes clients, c'est j'aime pas en fait, je casse directement la barrière. Pour moi, j'aime bien déjà qu'on se tutoie. Enfin, il y a pas de quelqu'un qui est supérieur, mais il a pas à être supérieur à moi et j'ai pas à être supérieur à lui. On travaille en collaboration. Pour moi, ça, c'est super important. Donc la plupart de mes clients, on se tutoie. Hem, Sans forcément que ce soit mes potes, hein, mais on se tutoie parce que voilà, c'est plus simple et il y a vraiment une énorme transparence chez moi aussi, par rapport à mes clients. S'il y a un problème de retard, si je suis malade, si je peux pas livrer la vidéo à temps, il y a pas d'excuse, je dirai la vérité, en fait. Donc pour moi, c'est super important de fidéliser son client derrière et surtout, d'être honnête, en fait, parce que c'est des valeurs qui se perdent et pour moi, c'est super important de travailler, en symbiose avec, ton client en face. Donc voilà ce qui me démarque aussi un peu des autres, et la personne qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la même qu'il y a, derrière la Mmh. caméra ou derrière le téléphone et c'est super important de rassurer mon client parce que c'est souvent des personnes qui ne savent pas ce que c'est, l'UGC et la vidéo. Donc je les rassure, je leur explique étape par étape comment ça va se passer, le script, le montage, la facture, la compte, le paiement et cetera. Donc je leur décris vraiment tout, le processus, comment ça va se passer le travail avec moi, les processus qu'il y a à suivre, les contrats à signer et cetera. Donc j'essaie vraiment de pas les infantiliser, mais vraiment de les rassurer, de les prendre par la main et de leur dire, «On va travailler ensemble. S'il y a des choses qui vous vont pas, s'il y a des choses que vous voulez modifier, n'hésitez pas à me le dire. Mon téléphone, il est à côté, j'ai mon WhatsApp, voilà. Prenez pas des pincettes avec moi, quoi. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, s'il y a des choses, à me dire, je suis un grand garçon pour les entendre». Donc voilà, vraiment pour moi, c'est super important. On choisit ses clients, donc pour moi, c'est un privilège d'avoir des clients qui me choisissent également. Donc pour moi, on doit travailler ensemble, main dans la main et c'est pas du tout une, relation, hiérarchique comme on peut voir dans le monde du travail. Pour moi, c'est vraiment une relation, on travaille vraiment main dans la main avec une vraie collaboration, quoi. C'est fort ce que tu dis et je trouve que c'est hyper intéressant aussi parce que tu mets, bon tu es, disons customer centric, en Mmh, anglais, on appelle comme ça, mais tu mets le client au cœur de ta stratégie sans pour autant t'oublier toi. ouais. Je trouve que c'est intéressant parce que, il y a des entreprises où justement c'est tout pour le client, tout, tout, tout. On accepte tout type de client et on veut délivrer et même surdélivrer aux clients, sauf que souvent en fait on se retrouve face à des clients qui sont très chiants, très, très chiants. Donc voilà, ça je trouve que c'est dommage parce que si tu es hyper centré sur le client et que tu t'oublies toi-même, tu oublies tes valeurs, ça fait que, bah, à un moment donné en fait tu ne te retrouves pas, concrètement ou tu te retrouves un petit peu,
bon, c'est peut-être un mauvais terme que j'utilise, mais esclave clairement. Mmh. de tes clients. Et je trouve que ça, c'est dommage. Et bah, j'ai l'impression que tu as trouvé un petit peu le hack entre ces choses-là qui font que voilà, tu me respectes, je te respecte et puis on bosse ensemble, quoi. Clairement. Clairement et surtout que le client n'a pas à être roi en fait, vous lui vendez une prestation, lui il doit être aussi correct et il doit vous dire ce qui va et ce qui va pas, mais il n'a pas à vous manquer de respect, il n'a pas à vous sous-payer, à négocier votre tarif. C'est vraiment quelque chose que je déteste, qu'on essaie de négocier mes tarifs. Un tarif ça se négocie pas, c'est soit tu as le budget, soit tu l'as pas. Si tu l'as Mhm. pas, tu vas avoir un autre créateur, il y a aucun problème, je suis pas, réticent à ça, mais tu auras une moins bonne vidéo. On peut pas avoir une vidéo en payant 10 € à un créateur, je suis désolé. Ça, c'est quelque chose que j'accepte pas. Tu peux pas dire moi je suis telle marque, ou je suis L'Oréal, ou je suis Chanel, et je veux une vidéo à 10 €. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu vas être la meilleure marque, que tu tournes partout sur les réseaux sociaux, que je vais accepter de travailler avec toi pour 10 €. Et donc maintenant, j'hésite pas, surtout à mettre le cadre et à dire c'est moi le professionnel. Mes conditions, c'est ça. Si tu ne me donnes pas un acompte à 50%, on ne travaillera pas ensemble. Mes conditions, si tu n'as pas le budget pour ma vidéo, c'est pas grave. Alors, avec tel budget, voilà ce que tu auras chez moi. Mais si ça te plaît pas, tu peux aller voir un autre créateur. Donc chez moi, il n'y a pas de vis caché. Je te dis de ce que je peux faire pour toi. Et si ça le fait pas ensemble, c'est pas grave. Mais il y a pas, je vais pas aller te courir après pour tout de suite signer le contrat en fait. Faut vraiment que, bah, faut qu'on en vive, il faut qu'on rentre aussi dans dans, faut qu'on arrive à se dégager un salaire. Donc si tu commences à dire oui à tout le monde et à être trop gentil, tu commences à te faire marcher dessus. Donc je pose tout de suite un cadre en restant professionnel, en disant bah voilà comment je procède, il me faut un acompte, le tarif de ma vidéo c'est tant. Si tu as pas de budget, ok, il n'y a pas de souci, voilà ce que tu as avec ton budget. Soit tu prends, soit tu laisses. Et voilà, si c'est pas pour cette fois, ça sera peut-être pour une autre fois. Mais avant, j'étais comme ça, je disais oui à tout, et en fait, tu te fais bouffer et ça te rend malade et t'attires que des clients qui sont hyper chiants. C'est des clients qui te payent 300 € pour. C'était quand je faisais du CM au tout début, payent 300, 400 € au mois, et c'est des gens qui font grave te faire chier, alors que des gens qui te payent pour ce que tu vaux, tu as le virement dans la seconde, tu vois. Donc, et ça, je l'ai compris et je me dis, en fait, il faut mieux avoir moins de clients, mais de meilleure qualité que à chercher à avoir plus d'argent et avoir un maximum de clients, mais qui vont vraiment bah, toucher ta santé mentale. Et en fait, pour moi, c'est super important. Ma santé, elle prime avant tout, et je ne suis pas entrepreneur pour euh, resubir en fait ce que j'ai vécu dans mes alternances. Donc, c'est vraiment avant tout pour kiffer, et c'est mes conditions. Et si le client l'accepte et il a les mêmes valeurs que moi, on travaillera ensemble. Sinon, ça ne sera pas pour, pour cette fois. Carrément. Je trouve que ce que tu dis est intéressant aussi dans le sens où, surtout quand tu es dans les domaines de production comme toi ou dans l'aspect consulting, où parfois le résultat final n'est pas palpable, il est peut-être Mm. visuel, mais il n'est pas palpable. Donc il faut des preuves à l'appui. Très souvent, on a l'impression que les clients euh, qu'ils nous négligent et surtout qu'ils négligent la force de frappe qu'on peut leur apporter. Mm. Et je m'explique. Lorsque tu es consultant depuis une dizaine d'années, que tu as acquis je ne sais combien de compétences, etc., tes 10 000 heures de compétences, si tu veux, et que tu vas, tu proposes tes tarifs à, je sais pas moi, 500 €, 600 €, 700 € sur les plateformes, et qu'il y a des personnes, et encore les 700 €, c'est peanuts, hein, mais qu'il y a des clients qui puissent, disons, oser négocier sur ça. Je pense que c'est grave parce que on n'achète pas la prestation, on achète la qualité de la prestation multipliée par l'expérience que la personne a. Donc, je trouve qu'il faut vraiment sensibiliser les personnes à ça, Clairement. disons les clients. Mais au-delà, je trouve qu'il faut que les entrepreneurs aussi puissent avoir l'audace de dire, bah, moi, c'est ce que je t'apporte. Mm. C'est à prendre ou à laisser. Et j'ai l'impression que toi, tu l'as compris, cette partie. Totalement, c'est super important. Et au début, je disais vraiment oui à tout pour avoir un maximum de clients et me dire, bah, en fait, si je l'accepte pas, je vais perdre de l'argent. Mais il vaut mieux perdre de l'argent tout de suite et se dégager de la charge mentale et de se dire, tu vas perdre un temps énorme pour peut-être 300, 400 € et le client va te saouler, il va te déranger tout le temps sur WhatsApp, il va dire que ça va pas, faut recommencer. Tu vas perdre du temps pour rien, en fait. Donc, il vaut mieux dire non tout de suite. Et maintenant, je sais tout de suite avec qui je vais travailler et avec qui je vais pas travailler. Je le ressens tout de suite dans les mails ou dans les premiers appels, avec qui ça va pouvoir le faire et qui ça va pas le faire. Et il y a vraiment déjà des red flags sur la négociation, sur le manque de respect. Enfin, vraiment, il y a des choses où je suis vraiment intransigeant là-dessus, quoi. Même si c'est une grosse marque, je m'en fous. Si je refuse un contrat, je le fais. Super. Jordan, c'est du Jordan. Et puis, basta. I Voilà. like it.
Je te propose maintenant, c'est qu'on parle de vente, mais plus, l'aspect, pas commercial. Hem, on sait que voilà, vendre, c'est hyper important pour une entreprise. Tu vends pas, tu meurs. Voilà, c'est clair et net. J'aimerais savoir de ton côté, quel est le tunnel que tu as activé? Quel est ton process de vente et comment est-ce que tu pourrais conseiller sur les process de vente? Je m'explique, concrètement, voilà, est-ce que tu fais de la prospection sur LinkedIn, ensuite les personnes arrivent sur ta landing page et par la Mmh. suite, il se passe des choses. Comment est-ce que ça se passe pour qu'un client puisse venir à toi et comment est-ce que tu pourrais conseiller surtout sur cette importance de vendre pour les entrepreneurs, quoi? OK, alors j'ai 2 stratégies différentes. Il y en a une, où j'ai un modèle de prospection sur, Instagram et sur, par mail. Donc en fait, je double mon message Instagram et mail, c'est le même message, mais pour être sûr que la personne, du social media et la personne qui est dans les mails a le même message en fait. Donc je double le message de prospection donc sur Instagram et au LinkedIn, c'est plus en fait, j'ajoute la personne si elle vient voir mon profil et qui correspond à ma cible, si j'ai vu qu'elle avait liké un de ses commentaires et cetera. Mais j'ai pas vraiment de liste de prospection sur LinkedIn. C'est un peu plus au compte-gouttes et je privilégie un peu plus l'humain sur, par exemple: «Ah, j'ai vu que tu avais liké ce post-là» ou, «J'ai Mmh. vu que tu travaillais là-dedans et cetera dans la com, toi aussi tu fais ça, ça serait cool qu'on en échange» et généralement, vu que tu as un profil un peu optimisé et la personne, si elle va te dire soit oui, soit non. Si elle te dit oui, tu sais très bien que tu vas pouvoir aller plus loin parce qu'elle sait exactement ce que tu vas pouvoir lui apporter. Si elle te dit non, c'est qu'elle est pas intéressée et généralement on passe derrière, par mail ou on planifie un appel. Et après au niveau des relances, je compte, à peu près une semaine pour, relancer, mon mes prospects, voilà. Mais, LinkedIn, c'est beaucoup plus humain, en fait. Je privilégie plus un peu plus les messages, moins, les pavés, en fait. C'est plus, toucher la personne, en fait, dans ce qu'elle a partagé ou au niveau des derniers projets qu'ils ont fait et cetera. Et Instagram, c'est vraiment quelque chose aussi, pour mettre en avant les valeurs et moi, qu'est-ce que je pourrais apporter sur ma création de contenu pour leur entreprise. Donc si j'ai bien compris, tu m'aurais fait tu me corrigeras, voilà, un, 2, tu me corrigeras. Hem, En ce qui concerne tes canaux, surtout dans cette partie vente, c'est voilà, tu es plus sur LinkedIn et Instagram. Mmh. Pourquoi? Parce que déjà, c'est là-bas que tes clients sont. Donc, ce qui se passe, c'est que tu fais un max de production de contenu, sur ces réseaux, mais au-delà de ça, tu vas aussi à la rencontre de ces personnes-là. Soit je pense peut-être en DM ou en commentaire et cetera. Une fois qu'ils t'ont répondu, bah, ils arrivent ils rentrent dans une base de données, Mmh. où, bah, tu leur envoies un emailing déjà, mais également dans les réseaux sociaux, tu leur envoies aussi, enfin, dans un message également pour pouvoir déjà commencer à avoir, disons une relation, je dirais pas professionnelle, mais une relation amicale et humaine, avant tout. Une fois que ça se fait, par la suite si j'ai bien compris, hein, c'est pas du closing du un coup KO si je peux me permettre. C'est plus on va nurturer, le client, échanger avec lui petit à petit jusqu'à ce qu'à un moment donné, bah, qu'il y ait un deal qui se fait automatiquement et que, par la suite, bah, qu'il y ait un devis qui soit envoyé, une commande qui soit envoyée avec un 50 qui est livré avant le début de la prestation. Une fois que ça c'est fait, toi, tu fais la prestation et dès que c'est fini, il y a une livraison qui se fait dessus. J'aimerais qu'on puisse échanger sur les MRR. Est-ce que tu fais j'ai plein de questions. Est-ce que concrètement, tu fais de l'abonnement ou bien c'est du one shot? Mais bon, il ne reste pas beaucoup de temps pour échanger sur ça. Mais, si j'ai bien compris, une fois que ça c'est fait, tu as cette partie également, disons fidélisation qui est que, eh bien, tu vas quand même continuer à appeler les personnes pour pouvoir rester en contact avec eux. Totalement, c'est ça. En fait, je garde Mmh. vraiment le lien, par mail ou en fait, je parle beaucoup sur WhatsApp avec mes clients, donc c'est beaucoup sur WhatsApp pour savoir un peu comment ça va. Est-ce que la vidéo, elle a bien fonctionné? Est-ce qu'on pourrait rééchanger? Comment ça se passe au niveau de leur activité? En fait, vraiment s'intéresser à l'autre et sans forcément dire, «Ouais, est-ce que tu as besoin de mes services?» Je suis pas du tout comme ça, c'est plus, je laisse venir le client à moi, tout en faisant de la prospection, mais en fait, c'est vraiment de la prospection, pas dans le mille, c'est plus, s'intéresser à l'autre, en fait et je vois que c'est ce qui marche. Et la prospection aussi sur LinkedIn, on n'en a pas parlé, mais c'est, l'inbound, donc les clients qui viennent à moi, soit dans les commentaires ou soit dans les likes. Dans les commentaires, c'est assez rare, c'est assez subtil, mais ils me disent pas: «J'ai besoin de toi», donc ça, je le repère et je vois que c'est une cible potentielle, donc je l'ajoute. Ils me disent: «Ah oui, bah, j'ai besoin de toi». Soit dans les likes, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui ne likent pas et qui ne commentent pas et en fait, qui viennent juste visionner ton profil
Et en fait, ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui l'oublient, mais il y a enfin, tu as beaucoup de prospects qui viennent visiter ton profil et là, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, en fait. Et là, c'est de la prospection, du coup, aussi. Hyper intéressant. J'ai, envie de, en tout cas si tu le souhaites, reprogrammer un autre podcast, pas maintenant bien sûr, peut-être qui sait d'ici 3 mois ou d'ici, quelques mois en fonction de l'évolution de ton activité et cetera. Je trouve que c'était hyper intéressant, mais comme je l'ai promis à mes associés, il paraît que je parle trop. Au départ, on faisait des podcasts à 2h10, 20, Waouh! la personne qui s'occupe des rushs et du montage m'a grondé, hein. Donc il faut que j'essaye de tenir cette partie. Mais franchement, si ça te tente, moi, ça me dirait énormément de faire un autre podcast, surtout sur cette partie production de contenu, cette partie même vidéo. Quels sont les tips vraiment qu'on doit, les leviers à activer sur la vidéo? Il y a les IA qui commencent à venir. Je pense qu'il y a Ouais, énormément de choses. Et pour ceux qui ne me voient pas et qui écoutent le podcast, j'ai les yeux grands ouverts parce qu'il y a énormément de choses sur lesquelles on peut traiter pour apporter de la valeur. Mais en tout cas, là, ce que je te propose déjà, c'est de me dire, hem, toi Jordan, si tu devais, disons, inspirer le monde de l'entrepreneuriat, si tu devais inspirer le monde de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu leur dirais? est-ce que tu peux répéter la question? Oui, je te demandais si demain, tu Ouais, devais inspirer le monde. Si demain, heu, disons, un jeune enfin, par exemple, demain, tu participes à un événement networking, ouais. heu, voilà, tu es un peu plus établi que tu es actuellement, heu, tu as un jeune de 17 ans qui est hyper motivé par l'entrepreneuriat, qui veut se lancer et qui te demande, des conseils. Quels seraient, si tu veux, tes 3 best practices que tu lui donnerais? OK. Alors, bah, déjà ne pas enfin, déjà, la règle numéro 1, je dirais de préparer déjà un pitch pour, un networking, quelque chose d'assez simple, parce que ouais, le principal, c'est d'avoir un pitch, je dirais quand même, d'avoir quelque chose, en une ligne, assez, pro et qui te donne envie d'en savoir plus. Donc, bah, voilà, bah, moi, j'aide les marques à créer du contenu, sur les réseaux sociaux en faisant des vidéos pour augmenter leurs ventes. Voilà, quelque Mmh. chose d'assez simple. Donc ça, c'est, quelque chose de primordial et surtout d'aller à des networking, règle numéro 2, tout seul. Parce qu'on sait très bien que quand on y va à plusieurs, on a tendance à rester dans son coin et cetera. C'est quelque chose à ne pas faire et les opportunités viennent quand on y va seul. Les gens vont venir s'intéresser à toi quand tu es tout seul, alors que tu vas rester dans ton confort et surtout dans ta zone de confort quand vous êtes 2. Donc un pitch et venir seul, je dirais et voilà au niveau de mes 2 conseils. Ce seraient ceux que j'ai utilisés dès le début et voilà, après je sais que c'est une grosse pression quand on commence dans l'entrepreneuriat, mais vraiment le networking, c'est vraiment, quelque chose de super important et moi je l'intègre aussi un peu de temps en temps quand je peux aller sur Paris ou autre, pour, des soirées networking, je le fais et vraiment bah, je repars généralement avec des clients donc parce que très peu de personnes le font en fait, ils restent tous derrière leur téléphone en digital et je trouve ça intéressant de, coupler le digital et le networking, physique. Mmh. Et aussi, bah, par rapport au networking physique, on a lancé nous, un événement pour les créateurs pour, les aider à sortir un peu de leur zone de confort et pour rencontrer des marques. Donc voilà, c'est ce que je veux aussi apporter, sur, sur l'UGC, vraiment qu'on peut, rencontrer et créer des connexions, en irréel comme on dit. Bah, écoute, super intéressant et est-ce qu'on peut connaître le nom bah, de cet événement-là? Ouais, c'est les apéros UGC tout simplement. On a OK, fait la première édition en juin à Paris, aux Invalides et là on va faire la saison 2 à Nice, courant janvier normalement. super. Bah, écoute, je pense que tu me donneras plus d'infos Ouais. en off, hein. Mais, en tout cas, on est arrivé, si tu veux, on est arrivé à la fin de ce podcast. Hem, Si tu avais une dernière punchline entrepreneuriale, allez, Arrêtez de lâche-la. Je allez. sais que tu as envie. Fais-toi plaisir. Arrêtez de vous comparer à n'importe qui parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vraie vie. Les réseaux sociaux ne sont pas tout ce que vous croyez. Voilà, s'il y a une chose à Super. dire. Bah, écoute, génial. Je partage ce point de vue aussi. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Jordan, pour la suite? Eh ben, beaucoup de réussite, d'être toujours passionné, de kiffer et voilà, c'est déjà pas mal de kiffer, d'être heureux, de vivre pleinement de ma création de contenu et voilà, de collaborer avec des belles marques. C'est déjà pas mal. Mais la C'est passion avant tout, vraiment la passion et je pense que c'est
là, avec la passion, on attire vraiment tout le reste. On est complètement d'accord. Mm. Si demain, un auditeur tombe sur ce podcast et a envie de te contacter, ça se passe comment? Alors, je suis actif sur LinkedIn principalement. Jordan Lauricella, Lauricela. Mhm. C'est un gars avec un nœud papillon, vous pouvez pas passer à côté, normalement. Et je m'appelle le gars au nœud pape sur LinkedIn aussi à Ouais, côté. Donc voilà, tout simplement, sur LinkedIn principalement. Et après, sur mes autres plateformes, il y a un lien dans mon LinkedIn où vous avez accès à tout le reste. parfait. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu. C'était hyper intéressant de mon côté, en tout cas, de t'écouter, parler de ton expérience, parler de ta vie avant l'entrepreneuriat et également expliquer pourquoi est-ce que tu es tombé disons, dans la marmite de l'entrepreneuriat et d'avoir échangé autant de valeurs. Je pense que ça aidera énormément d'entrepreneurs, certains qui se sont lancés, enfin qui viennent de se lancer, et d'autres qui sont disons, dans le game depuis un petit moment, parce qu'on ne finit pas d'en apprendre. Et ça, c'est complètement fou. C'est le hack de la vie, selon moi. Donc, je te remercie énormément d'avoir joué le jeu et c'était vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Merci à toi, c'était vraiment trop cool. Super. Allez, on se dit à très vite. À bientôt, ciao, Ciao, ciao. ciao. Yes. C'était génial. C'est vrai, c'était trop cool. T'as bien kiffé? Bah, franchement, écoute, oui, c'était hyper intéressant. Et moi, je suis très friand, tu vois, de l'histoire de l'entrepreneur. Vraiment, je trouve que c'est chacun a son parcours et chacun est un petit peu si tu veux, un héros de son aventure. Donc, toi, cette partie, disons, alternance, et cetera, ça t'a saoulé, ça t'a fait chier. OK, voici ce que je peux faire pour moi-même et depuis, tu te débrouilles, tu Mm. fais ta petite bagarre, pour pouvoir, vivre de ton activité et même faire plus que cela. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant et par la suite, tu as parlé de pas mal de clés, de l'importance des réseaux et cetera. En fait, le podcast était assez varié, assez dense. On Mm. a même parlé de la mamie, Ouais, heu, grave. donc il y avait plein de choses et je trouve que c'était hyper intéressant. Donc, franchement, ouais, c'était très cool. Ouais, c'était C'était très super cool. varié. Je pensais que ça allait être plus sur la croissance, etc., sur la vente ou le marketing, mais vraiment, Ouais, c'était vraiment super intéressant. Ouais, ouais. Non, le but, c'est, mon but également, c'est pas disons de rendre le podcast assez, super corporate, ouais. super on s'endort dessus Mm. parce que voilà, il en existe énormément de ces podcasts-là. Mm. Moi, vraiment, le but, c'est, qu'on parle de l'humain derrière et je trouve que c'est ça qui est important et même dans cette partie marketing, brand et cetera, j'ai compris un petit peu comment tu te positionnais, toutes ces choses-là et je préfère qu'on ait vraiment dans cette partie assez, disons, hem, léger. Sinon, on aurait pu vraiment rentrer dans le détail. Voilà, l'UGC, c'est quoi? Qu'est-ce que tu utilises comme outil? Comment est-ce que tu fais l'analyse de tes résultats? Toutes ces choses, c'est Ouais. intéressant. Mais je pense que c'est plus pour les professionnels qui veulent se lancer en UGC que pour les entrepreneurs qui veulent comprendre Mm. ce que c'est et l'importance que ça pourrait avoir pour eux, quoi. Totalement. Non, c'est super intéressant d'avoir l'autre casquette, en fait, ce côté-là, du coup, entrepreneur et pas créateur, quoi. Yes. Bah, en tout cas, c'est génial. Je ne sais pas si toi, tu as des retours par rapport à moi. Est-ce que ça s'est bien passé? Non, c'était Hem, super cool et super fluide et c'était super naturel avec tes questions, et cetera, donc je trouvais ça top. C'était vraiment une vraie conversation filmée, quoi, c'est tout. exactement. Mmh. C'est tout. Non, j'ai Parfait. rien à dire, c'était vraiment top. Super. C'est malheureusement la fin de cette sortie spatiale. Nous espérons t'avoir apporté de la valeur. En tout cas, c'est notre plus grand souhait. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Si l'échange t'a plu, n'hésite pas à nous noter et à laisser un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à développer le podcast. Que la croissance soit avec toi.